Chers auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast de Jamais Assez. Cette semaine, on reçoit un spécialiste des tests physiologiques. Donc, on va faire des tests de VO2 max, de lactate et de seuil ventilatoire. J'en discute avec un kinésiologue d'expérience, Mathieu Brisebois, qui, dans le fond, est notre partenaire à la Fabrique de l'Athlète. La Fabrique de l'Athlète, c'est notre entreprise partenaire avec qui on s'est associé chez Physio-Vélo pour offrir des tests de performance tels les tests de VO2 max, lactate et seuil ventilatoire. Je vous offre ce podcast-là, qui est un podcast geek, mais dont tous les cyclistes ont besoin. Puis je parle de tous les cyclistes parce que tous les cyclistes, malgré le fait que ça a l'air des tests là, vraiment pour les élites, bien, tout le monde peut tirer parti d'un test de VO2 max, de lactate et de seuil ventilatoire pour être capable de mieux s'entraîner. Puis ça, bien, on en parle dans l'épisode avec Mathieu. Je parle de ma propre situation avec 3 enfants, bien occupés, pas beaucoup le temps de m'entraîner. Bien, c'est d'autant plus important de savoir que mes 4, peut-être 5 heures d'entraînement total par semaine, bien, il faudrait qu'ils soient passés dans les bonnes zones, qu'ils soient bien exécutés pour que je puisse justement en tirer parti puis demeurer en santé le plus longtemps possible. Donc ça fait partie des choses qui sont discutées dans l'épisode. On va parler des systèmes qui sont en jeu lorsqu'on fait des tests. On va parler des limitations aussi des tests. C'est fort important de savoir qu'est-ce qu'on mesure, quelles sont les limitations, qu'est-ce qui a été prouvé par la science, parce que non, c'est pas vrai que malgré le fait qu'un test de lactate, c'est super à la mode, ben, ça ne nous apporte pas toutes les réponses non plus du monde. Il y a beaucoup de variabilité inter-individu. Et ça, la variabilité inter-individu, on va en parler beaucoup aussi dans l'épisode pour vous donner toutes les nuances. Vous le savez, chez Physio-Vélo, on trouve ça très, très important d'éduquer notre clientèle, d'éduquer les cyclistes, d'éduquer les sportifs pour que les gens soient capables de mieux se retrouver, être plus autonomes lorsqu'ils font des choix de consommer des services. Et cet épisode-là, selon moi, est un pilier dans cette éducation-là au niveau de la physiologie de l'exercice, parce que si on retourne à 20 ans en arrière, ben, de l'éducation à ce niveau-là, il y en avait moins parce que, par exemple, les capteurs de puissance, les ceintures de fréquence cardiaque, tout ça, c'était au début, au premier balbutiement. Et là, maintenant, on se retrouve en 2025, beaucoup plus tard, avec des outils qui sont très accessibles. Là, on a la majorité des cyclistes qui vont s'entraîner sérieusement vont s'équiper dans les premières années d'entraînement d'un capteur de puissance, d'une montre intelligente. Même les Apple Watch sont rendus des montres intelligentes parfaites pour l'entraînement. Donc, on en parle dans l'épisode. Puis, c'est surtout l'important, c'est de comprendre que tout le monde peut bénéficier d'un test qui sont maintenant offerts, bien sûr, à la clinique Physio-Vélo, les tests de performance, et que même la population peut-être un peu plus vieillissante peut en tirer profit justement pour rester en santé plus longtemps et avoir de la qualité de vie dans ces années-là qui leur restent, même si c'est une population, vous allez voir à la fin de l'épisode, je fais une allusion parce que je me dis qu'est-ce que je ferais pour essayer de convaincre mes parents de consommer un service comme ça qui semble très rattaché à la performance, mais au final pour leur donner un maximum de chances de passer ces dernières années-là en étant en forme, en étant indépendant, en étant autonome, en étant fonctionnel. Bref, c'est pas du tout dramatique, mais c'est plus un point, je pense, important de dire le but, là, c'est de démocratiser des outils scientifiques, un peu comme on a fait en démocratisant le bike fit. Bref, je ne m'étends pas plus que ça. Vous allez voir, l'épisode est super complet de ce côté-là. Je remercie Mathieu d'être collaborateur à la clinique depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et je le remercie pour son temps parce que cet épisode-là a été très, très bien préparé. Et vous allez voir, j'ai appelé l'épisode Capitaine graphique parce que Mathieu, c'est justement me présenter plusieurs graphiques pour m'expliquer les différents concepts qui étaient vraiment, qui sont fort nécessaires, disons, pour comprendre cette science-là de l'activité physique. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse l'épisode dans les oreilles et j'espère que vous allez y replonger aussi souvent que possible lorsque vous aurez des questions sur l'entraînement. C'est une petite mine d'or, là, cet épisode-là, alors bonne écoute. Mathieu Brisebois, bienvenue au podcast Jamais Assez. Merci. Le petit stress de performance, là, tu t'es super bien préparé, ça va être excellent. Aujourd'hui, on parle de plusieurs projets. Là, ça fait presque 9 à 10 mois, là, la première fois qu'on s'est vu avec François. Avec François, ouais. Puis les gens le savent peut-être parce qu'on en a parlé un petit peu dans les précédents podcasts. On a même eu des gens qui se sont inscrits sur la liste d'attente pour les tests de VO2 max, seuil ventilatoire, lactate, etc. Donc, tu sais, à la clinique Physio-Vélo, là, on est en démarrage. On est au début 2025, puis on est en démarrage du nouveau service que
que tu offres à la clinique. Donc, la Fabrique de l'athlète en partenariat avec Physio Vélo, on offre des tests de VO2 max, de lactate. Puis là, j'ai besoin de comprendre un peu qu'est-ce que tu fais plus précisément. Même si dans la culture populaire, en ce moment, on entend parler de beaucoup de ça. Là, on entend parler de zone 2, on entend parler de VO2 max, de longévité. On pourra faire référence aux différents acteurs en ce moment, disons, dans le milieu culturel du sport qui font référence à ces choses-là. Puis, ça gagne en popularité, le fait de vouloir faire des tests pour savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va dans sa préparation physique pour pouvoir mieux quantifier nos progrès puis savoir un peu sur quel pied danser. Là. C'est peut-être un peu ça aussi, là, savoir quelle filière énergétique on doit sur quoi travailler. Sur quoi travailler, exact. Fait que notre but aujourd'hui, ça va être de présenter ces choses-là. C'est un podcast, on pourrait vraiment qualifier ça de scientifique, on va dire, peut-être. Hein? On va aller là-dedans, oui, effectivement. Puis la première chose que je voulais te demander, c'est une petite présentation. Je me suis des fois fait reprocher ça, je pense, à raison dans le podcast de pas bien présenter mes invités. Fait que, à défaut de savoir tout sur toi, ce que je fais, c'est que je te laisse la parole pour te présenter puis dire, dans le fond, un peu, tu sais, quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathieu, qu'est-ce que tu réponds? Mettons que tu as 5 minutes. Là, j'ai 5 minutes? Ouais, t'es pas sur le coin d'une table, là, tu t'en vas pas. Là, c'est bon. Premièrement, j'ai fait un gros détour, moi, pour me rendre ici. Je suis revenu aux études tard, donc j'étais allé sur le marché du travail. Quand j'étais arrivé à l'université, j'étais pas dans le bon état d'esprit, disons, pour être sérieux, étudier. J'avais pas vraiment trouvé ma voie, j'avais pas trouvé ce que je voulais faire. Fait que j'étais allé sur le marché du travail, puis je faisais du sport en parallèle. Puis à un moment donné, en 2008, la crise économique a fait que j'ai perdu mon travail. Je travaillais en vente, puis une compagnie internationale, ils coupent mon poste. Puis je me suis dit, le lendemain, est-ce que je me retrouve tout de suite une job? C'était relativement facile, je suis bilingue, bonne expérience en vente, pas de problème. Je me suis dit, non, je vais trouver quelque chose que j'ai plus le goût de me lever le matin puis que je me bats pas contre mon cadran. Puis... Fait que j'ai réfléchi à ça, puis je faisais beaucoup de Ultimate Frisbee. J'ai joué quand même au niveau, là, j'étais allé à 5 championnats du monde, dont un avec Team Canada. Et vu que le sport, ça m'intéressait, j'avais commencé à m'entraîner aussi pour améliorer ma performance. Fait que je suis allé faire une certification FIT de YMCA pour entraîneur personnel. Okay. Puis j'ai commencé à transitionner dans un gym spécialisé particulièrement en bateau dragon, là, mais j'ai commencé à faire les programmes d'entraînement-là, puis entraîner des gens à cet endroit-là. Un peu toutes les clientèles, parce qu'on n'a pas le choix, mais je m'intéressais particulièrement à la performance des jeux puis les athlètes. Fait que j'ai entraîné là, quand même les équipes qui sont allées au championnat du monde, les championnes du monde, l'équipe Premier Woman là, de 22 Dragons notamment. J'ai été responsable de leur entraînement. Fait que j'ai fait beaucoup de salles, tout ça. À un moment donné, j'étais très autodidacte. Fait que je lisais des blogs, je lisais des choses, autant sur l'entraînement, la nutrition, les techniques, tout ça. Puis j'essayais d'appliquer ça au maximum. Puis je voulais apprendre puis croître là-dedans. Mais à un moment donné, je trouvais que j'arrivais à un mur. Fait que j'ai décidé de retourner à l'université. C'était toujours un rêve. Là. Je savais que je pense que j'avais les capacités, mais j'étais juste pas au bon moment dans ma vie quand je suis arrivé là. Puis j'ai essayé de mettre ça en lien avec déjà mon travail. Je voulais pas changer de travail, je voulais juste comme bonifier mes compétences, mes connaissances, tout ça. Fait que je suis allé en kinésiologie en 2018. Je suis rentré pour mon bac à 38 ans. J'aurais pu probablement me présenter en avant, puis les gens auraient pensé que j'étais le professeur. mais j'ai vraiment aimé ça. Puis je pensais juste faire ça, puis retourner directement avec plus de connaissances dans un gym, entraîner des gens. Puis finalement, quand j'ai vu tous les débouchés que la kinésiologie offrait, dont la recherche, j'ai fait mes derniers stages en recherche. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis mon côté geek un peu est ressorti. Puis j'ai décidé de continuer à la maîtrise. Puis j'avais déjà transitionné vers les sports d'endurance, moi. Fait que la course à pied, puis le vélo, tranquillement, ça prenait plus de place dans ma vie, mon entraînement, puis le triathlon. Fait que le vélo étant ce qui me drivait le plus. Là, je fais beaucoup de Zwift, notamment. Puis j'avais une question.
sur la FTP. Hein, ceux qui font du cyclisme ou du triathlon aussi là, le savent c'est quoi. C'est la moyenne de wattage qu'on peut tenir sur une heure. Puis je me disais, il y a différents protocoles. Sur une heure, Mathieu, c'est pas tout le monde qui sait ça. On va en parler. On va en parler, absolument. On va en parler plus en détail, je pense. Ouais. Mais dans le fond, c'était ça ma question. Fait que j'ai créé moi-même mon propre projet, puis je suis allé faire les tests. J'ai des résultats préliminaires là, qu'on pourra discuter tantôt. Mais ça m'a vraiment drivé, puis ça m'a amené à faire tous ces tests-là chez les gens, les tests performance, le lactate, le VO2 max, déterminer les seuils ventilatoires, puis mettre tout ça en relation. Fait que c'est ça qui m'a amené ici. Finalement, ma maîtrise m'a permis de créer mon emploi de rêve, puis de créer l'entreprise La Fabrique d'athlètes. Puis Physiovélo nous permet là, de mettre ça en vie, puis d'avoir vraiment un tremplin, si on veut, là, pour commencer ça. Ouais. On essaye, en tout cas. C'est sûr que là, on va avoir ensemble donné accès à la communauté à ces tests-là qui sont des tests là, de plus en plus en vogue. Là, je pense qu'on va déjà avoir notre projet pilote d'avoir 40 patients. Je pense que ça va être assez facile, là, surtout après la diffusion de cet épisode-là. Ouais. Pour un gars en vente comme toi, là, le début d'un podcast, il faut souvent que dans les 10 premières minutes, on s'assure que les gens comprennent bien où est-ce qu'on s'en va dans un podcast. Fait que là, le gars en vente, il faut qu'il m'aide à expliquer pourquoi le fait de lire, par exemple, juste les blogs, comme tu disais, avec le côté geek que tu as développé par la suite, pourquoi des fois c'est pas suffisant toute l'information qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet dans un contexte où on veut s'entraîner sérieusement, avec justement faire le lien avec un peu les tests, puis la personnalisation, puis tout le côté de l'individualisation de la programmation. Fait que t'as-tu un speech de vente, là, prête pour toi? Ouais, je pense que oui. Ouais, speech de vente. Oui. Ben, je pense que, en fait, je peux répondre à ta question assurément. Je sais pas si j'appellerais ça un speech de vente, mais dans ma tête, ça se vend tout seul parce que, en regardant la littérature, on le voit, la différence inter-individuelle, puis je pourrais vous montrer des graphiques tantôt, mais la différence inter-individu est tellement importante en sciences de l'activité physique que si on applique la même recette à chaque personne, il y a une personne, je vais exagérer, là, mais il y a peut-être une personne ou 2-3 personnes sur 10 qui vont avoir vraiment un bon résultat. Puis les autres, ça va être so-so. Puis veut pas, on est tous occupés, on veut optimiser, maximiser ces heures-là qu'on met déjà dans notre entraînement puis qu'on enlève du temps de notre famille, du temps de travail, de X, Y, Z. On veut être au bon endroit, dans les bonnes zones, puis il y a tellement de différences entre les personnes. Le programme qu'on prend sur Internet ou l'information qu'on prend sur Internet, est-ce que ça s'applique à nous? Puis c'est exactement ça que je voulais voir avec mon étude, c'est les formules qu'on a s'appliquent aux élites. Puis tout le monde se dit, on regarde Pogačar, là, on a tous vu Peter Attia qui interviewe Pogačar, puis on se dit tous, oh wow, il fait sa zone 2 à 320, 340, 140 battements, puis on se dit, comment je peux appliquer ça à moi? Ben, on peut plus ou moins. C'est ça, je voulais être plus soft, mais t'as raison, c'est un peu ça que je pense. Tu peux pas vraiment. Puis si tu peux, ben bravo, on va appeler Israël Première Tech, puis on va t'envoyer leur donner un petit coup de main. Fait que je pense que chaque personne doit comprendre son contexte puis comment ça se porte à lui. Puis c'est pour ça que moi, j'ai fait ça, une étude sur les populations amateurs. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les outils sont tous développés pour les élites. Ouais. Puis on prend ça comme si c'était la même chose qu'on appliquait. Ouais. Mais est-ce que tu fais une semaine de 25 heures d'entraînement, Guillaume? Non. Ben c'est ça, on peut pas... Je fais une semaine de 25 heures peut-être de sommeil complet continu dans mes nuits, je sais pas. Non, mais c'est vraiment bon. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Puis ça me fait penser à l'étude là, qui est en train d'être publiée sur le genou qu'on a fait justement sur une population amateur en bike fitting. Cool, ça, c'est notre étude aussi. C'est de dire, il y a beaucoup de... Même, je dirais pas qu'il y a beaucoup de littérature dans le monde du bike fitting. Il y en a peu, là. Puis c'est des études souvent qui sont plus secrètes parce qu'ils sont testés sur les équipes nationales puis ils veulent pas nécessairement divulguer. Donner aux autres équipes nationales. Ouais. Puis au final, quand on voit ça, vu que ça a de l'air secret, on se dit, waouh, il doit y avoir de quoi là-dedans qui ça doit révéler tous les secrets. Au final, ces gens-là, puis je peux vous le dire, là, c'est facile, là, les gens qui font du bike fit sur les élites, en général, tu vois des choses qui sont tellement... tu dis comment la personne a fait pour performer avec des trucs qui sont tellement hors normes, mais ces gens-là, ils sont hors normes. Ouais. Fait que tu pourrais les mettre sur n'importe quel tricycle. Probablement qu'ils te battraient. Probablement qu'ils te torcheraient solide.
Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! Dans un sens, je me reconnais beaucoup là-dedans. Puis OK. Dans la différence inter-individu dont tu parles, comment tu fais pour réconcilier ça? Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup cette culture-là de l'optimisation, puis de la quantification, puis de la... Puis nous, on parle souvent d'essayer de résoudre des problèmes dans un chiffrier Excel, alors que le corps humain, tu peux plus ou moins faire ça. C'est beaucoup de nuances. Comment on fait pour articuler dans ton domaine? Nous, en bike-fitting, veux pas, ça fait longtemps qu'on le pratique là, un peu, là, mais comment tu fais pour articuler dans ton domaine cette nuance-là qui doit être apportée à ta... Parce qu'il y a tellement d'informations sur Internet, on se dit c'est complet, dans le sens qu'il y en a tellement. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, au final. Bien, je pense que c'est comme la fréquence cardiaque, c'est probablement le meilleur exemple. Là, puis, regarde, j'ai le graphique de l'étude qui est le 220 moins l'âge. Puis ça va te montrer la différence inter-individu, dans le fond. Là. Puis ça, c'est l'étude avec laquelle... C'est les résultats de l'étude. Puis ça, c'est le 220 moins l'âge. Puis on voit les deux lignes, là, ils ont fait une différence homme-femme, mais c'est quand même pas trop loin. Puis on voit qu'il y a des points qui sont sur la ligne, évidemment, mais il y a pas mal plus de points loin de la ligne que sur la ligne ou pas sur la ligne, assurément. Puis c'est ça le problème, c'est que si tu prends juste 220 moins ton âge pour ta fréquence cardiaque maximale, bien, par exemple, moi, ça fonctionne pas. Je sais que j'ai atteint 187, puis j'ai 44 ans, bien, ça fonctionne pas. Puis là, si je base mes zones là-dessus, bien, j'atteindrai jamais ma zone 5 ou je vais penser que je suis en zone 5 trop tôt. Fait que c'est important quand même d'avoir des tests individuels. Puis c'est là que les coachs ou les tests plus précis qui nous donnent les vraies informations au lieu des estimations aident tellement la personne à avoir ses chiffres à elle au lieu de prendre une espèce de formule qu'on a créée. Puis je comprends l'attrait de vouloir, c'est comme la FTP, on veut faire un test, un chiffre, puis faire toute la courbe de puissance d'une personne, alors que ça prend plus qu'un test, ça prend plus d'informations. Je prends le 220 moins l'âge, puis je peux pas m'empêcher de penser à notre bon vieux vlogueur, aussi triathlète professionnel, Lionel Sanders, qui, lui, clairement, son 220 moins son âge fonctionne pas pour tout. Plus jeune que moi, si je me trompe pas, puis lui, à 157, il est dans le tapis, là. Ouais, il est dans le tape à 157. Ouais. Fait que lui, il est très en bas là, de cette... c'est probablement un des points aberrants. Anecdotique. Oui, vraiment, là, par exemple. Là, mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus se baser sur ses fréquences cardiaques. Mais lui, c'est ça, c'est probablement un de ces points-là vraiment loin de la ligne. S'il avait pris ça, lui, il ne serait pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Là. Il serait... peut-être qu'il a pris ça au début, il était souvent toasté. Oui, c'est vrai. Tiens. Mais bref, on pourrait... moi, j'avais vraiment le goût de regarder, peut-être d'enchaîner. Tu m'as tendu une coupe de perche sur ton étude du FTP. Puis je veux rassurer les gens, là, on va parler du lactate, on va parler des seuils ventilatoires, on va faire un crescendo dans le sens qu'on va y aller progressivement vers de plus en plus complexe. Mais je pense que ton étude du FTP qui est mesuré sur 20 minutes versus le 60 minutes, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Quand tu as sorti ça il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, je suis allé voir tout de suite parce que c'est un principe aussi que j'avais beaucoup parlé avec Yannick Bédard, qui est entraîneur. Là, il m'avait parlé que le 80... Bref, je te laisse expliquer les pourcentages, mais tu sais, souvent que c'était sur une population élite, puis c'était rarement... il avait dit ça aussi. Tu vois, je n'avais pas écouté. Fait que c'est génial qu'on concorde, qu'on s'enligne. Je pense que tous ceux qui ont un parcours plus, avec des études plus scientifiques, c'est des concepts qui sont plus faciles à intégrer dans sa programmation d'entraînement parce que, justement, tu comprends la différence inter-individu. Oui, je veux juste dire là-dessus que je respecte aussi beaucoup les coachs. Ça se peut qu'un coach avec 20 ans d'expérience aussi soit capable d'avoir déduit ça. Puis c'est pas une compétition. Là, non, ça ne rend pas meilleur que personne. Là, pas... On veut juste distribuer l'information. Puis en fait, l'information, j'ai l'impression que celle-là particulièrement, qui est de l'information, disons... plus pour débuter Zwift, mettons, débuter l'entraînement virtuel. Cette information-là est vraiment importante à reconnaître rapidement quand tu commences à te faire un programme d'entraînement basé sur la FTP. C'est exactement ça. C'est hyper important. Puis moi, je pense qu'un de mes principes quand j'ai commencé, c'est que
c'est important, la recherche fondamentale, ça nous aide à comprendre les mécanismes, tout ça. Mais moi, j'étais un gars de terrain, puis j'ai fait 10 ans dans les gyms avant, puis j'ai entraîné des gens, mais je veux voir comment ça se rend au terrain après, qu'est-ce qu'on fait avec la recherche. Fait que cette recherche-là, puis cette affiche-là, on mettra un lien là, pour que les gens puissent aller la voir, elle a un message très terrain à la fin, puis c'est juste... Dépendant du test, puis oui, j'ai fait le test fait que les gens ont fait le test de 60 minutes, qui est très difficile, merci à mes participants. Le test de 20 minutes, qui est quand même difficile à ceux qui l'ont fait, vous le savez. Mais on a aussi fait le RAMP, qui est un test incrémental qui est de plus en plus populaire, surtout sur Zwift, puis même Trainer Road aussi, qui est une autre plateforme d'entraînement. Utiliser ces deux tests-là pour évaluer la FTP. Là, je vais juste commencer par le début, là, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore connecté, leur trainer connecté maintenant. Parfait. Fait qu'un test de 20 minutes, un test de 60 minutes, puis un RAMP test, c'est des choses qui puis là, corrige-moi, j'essaie de vulgariser si je me trompe. C'est des tests qui vont être suggérés au début, plus ou moins, de ton ouverture de dossier chez Zwift ou chez Trainer Road. Puis ça va être suggéré pour essayer de personnaliser ton programme d'entraînement. Puis c'est un excellent outil. Moi, je parle beaucoup de ça parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans c'est tout noir, c'est tout blanc. Là, tout est gris dans la science, mais... c'est des excellents tests parce que maintenant, les gens, en s'abonnant à Zwift et en ayant un trainer connecté, ils ont accès à une qualité d'entraînement qui, il y a 20 ans, était tout à fait indisponible. Là, 100%. Fait que la qualité de tout ça s'améliore. Puis je pense que la qualité de l'information qu'on doit diffuser doit s'améliorer en même temps. Fait que là, maintenant que c'est des tests qui sont accessibles à tout le monde, un test de 20 minutes, ça veut dire que tu donnes tout ce que tu as sur 20 minutes. Exact. Puis ça, c'est hardcore. Déjà difficile. Oui. De bien te pacer, on sait que c'est souvent corrélé avec l'expérience. Plus un athlète a de l'expérience, plus il est capable de gager son 20 minutes. 100%. Puis encore là, un 60 minutes, ça, moi, j'ai jamais fait ça personnellement. Puis ça doit être exponentiellement plus difficile de gager un 60 minutes. Moi, je pense que le 60 minutes que j'avais, honnêtement, quand je faisais pas mal de Zwift, là, je faisais l'Alpe de Zwift. Oui, c'était à peu près. Parce que ça durait, moi, je le faisais pas comme Pantani en 38 minutes. Là. Je le faisais autour d'une heure. Il me semble que c'était autour d'une heure, fait que ça me donnait quasiment... il me semble que j'étais autour de 50, peut-être 55, quelque chose comme ça. Fait que ça me donnait, mettons, je sais pas, j'étais à 3,2 watts par kilo, fait que ça me donnait autour de ça. Fait que ça me donnait... C'était le seul endroit que j'étais capable de faire une heure proche de mon intensité maximale parce que je savais combien ça durait. Je l'avais fait souvent, mon Alpe de Zwift, fait que j'étais capable de me gager. Ça donnait plus de références, je comprends. Mais en même temps, je le faisais à une cadence qui était probablement pas représentative de si je roulais sur le plat. Il y avait comme plein de facteurs, mais c'est le seul endroit pour quelqu'un qui... Je peux pas dire que j'avais pas d'expérience non plus. Là. J'avais de l'expérience sportive. J'étais capable de me gager. J'avais fait du sprint, j'avais fait du long. J'avais fait du sprint. J'avais fait des très courtes distances de 30 à 1 minute en natation. Puis après ça, je m'étais mis au triathlon sprint. Fait que j'étais habitué de gérer 1 heure de ce qui est fort. T'sais. Mais dans le monde du triathlon, c'est très court. Fait que tout ça pour dire que c'est des tests qui te sont présentés. Le RAM test, ça, c'est peut-être plus accessible dans le sens que c'est un crescendo jusqu'à temps que tu exploses. C'est ça. T'as pas besoin de gérer. Le trainer met la résistance, puis à un moment donné, t'es plus capable, soit cardio-respiratoirement, t'es plus capable, ou musculairement, tes jambes, t'es complètement explosé, puis là, t'es plus capable de donner un coup de pédale, on arrête. Puis la dernière minute est prise, puis avec ça, on fait une projection sur ce que tu serais capable de tenir 1 heure. Cette projection-là, c'est 0,75, c'est 75% de sur le RAM test? Sur le RAM test, OK. Ça, tu vois, je savais pas. C'est la dernière minute qui est prise. Fait que même si on ne complète pas un palier, il fait un prorata là, de ce qu'on a fait. La dernière minute, combien qu'elle valait? Exact. 0,75 de ça, ça donne une projection. Okay. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça donne... Les gens, quand ils faisaient leur 1 heure après leurs 60 minutes, ils étaient plus autour de 0,63 ou 63% de cette minute-là qui était capable de tenir 1 heure. Là, toi, tes tests, étaient-tu enchaînés dans une journée? Non. Il y avait minimum 72 heures entre chacun des tests. Exact. Tu as vu tes gens 3 fois minimum. Là. J'ai vu les gens 5 fois. On a fait une quatrième rencontre VO2 max, puis une autre avec composition corporelle, puis mobilité, un test de mobilité. Okay. Ouais. Mais entre les tests exigeants physiques, il y avait minimum 72 heures, puis les gens ne pouvaient pas faire autre chose que zone 1, zone 2 entre pour s'assurer qu'ils se surtaxent pas. Fait qu'il était relativement frais quand il était dans un état normal, là, quand il venait faire les tests. Fait qu'il y avait, ça ne s'accumulait pas, la fatigue entre. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que tu étais à 63% versus le 75%. Ouais. Pour ta population amateur, qui était combien? Tu avais 30 kicks? J'ai eu 32 personnes. 32 personnes, ouais. Et on était minimum 3 heures de vélo par semaine les 3 derniers mois. Maximum 12.
10, je pense, excuse-moi. Puis la personne qui en faisait le plus. Fait que ça reste amateur. On s'entend qu'il y a une différence, mais c'est pas des pros. Puis c'est aussi des gens qui avaient minimum 1 an d'expérience, qui avaient leur propre vélo. Ça représente 90% de la population cycliste au Québec. Je pense qu'on est pas mal dedans, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais faire une étude avec cette population-là qui était plus représentative, puis on voit qu'il y a une différence. C'est sûr que, oui, tu as raison, il y a peut-être puis j'ai eu le commentaire, là, c'est peut-être le pacing affecte le 60 minutes. Ouais, absolument, mais ça reste que 63 et 75. La différence est tellement grande pour moi. C'est à peu près 20% en moyenne de différence. Là, on l'a dans le tableau, on montrera. On va mettre le lien, Puis plus ou moins 11%. Fait que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait même 31% d'écart entre son estimation puis la réelle, parce que le 60 minutes, c'est une mesure. Ouais. Puis le 20 minutes, lui, d'habitude, on prend 95. Puis, fait que là, on va juste bien le mettre en bouche, là, parce que les gens vont faire un test, ils vont faire 20 minutes au maximum de leur effort qu'ils peuvent capable. Après un échauffement, Fait que là, mettons qu'ils font, je sais pas moi, ils font 200 watts. Ouais. Ben là, le système va extrapoler que si tu fais 200 watts pendant 20 minutes, tu peux tenir 190. Tu peux tenir 190 sur une heure. Ouais. Puis ce calcul-là, dans le fond, c'est cohérent si une personne a une excellente endurance, finalement. Tu sais, genre dans le sens que ça dérive de courbes des CP, là, on va en parler, là, des puissances critiques, tu sais, est plutôt plate. Exact. Mais tu sais, ça, c'est rare qu'on retrouve ça. Puis ça, ce test-là, ben, il a été validé chez une population élite. Oui, puis on le voit dans les études qu'on pourra référencer, là, mais je m'excuse si je prononce pas le nom, là, mais Borch, notamment en 2018, a vraiment fait... Il a comme validé que le 20 minutes et le 60 minutes, c'était une bonne prédiction, c'était proche, tout ça. Mais c'est ça, sa population. Mais juste, on regarde la VO2 max moyenne de sa population puis les miens. C'était quoi? Ben, il y a au moins 10 points, je me rappelle pas exactement, mais je pense que c'est 62 ou 64. Fait que, tu sais, c'est haut, là. 62, 64, c'est la moyenne. Max, moi, j'en avais, mais je veux dire, dans la moyenne, ça fait que moi, ma moyenne, c'est 52. Fait qu'on voit la différence de population. Ouais. Puis là, forcément, ces gens-là s'entraînent beaucoup plus. Donc, oui, leur 20 minutes est plus proche de leurs 60 minutes. Surtout si on s'entraîne pour faire du cyclisme sur route où les efforts, des fois, sont... 3, 4, 5 c'est ça, des heures. Bien, forcément, on est obligé d'avoir une endurance importante. Alors que moi, sur Zwift, là, je le fais là, des fois, passer 2 heures, mais c'est rare. Là. Même 2 heures, faut que je regarde un petit Netflix là, pour faire 2 heures presque. Là. Fait que l'entraînement n'est pas le même. Fait que forcément, si on en fait moins, on est moins bon. Mais c'est un peu ça qu'on représente ici. C'est pour ça qu'on peut peut-être pas utiliser les mêmes chiffres. Fait que dans le fond, le danger, là, si on va plus loin, le danger d'utiliser ces techniques-là, c'est qu'on va être pour une personne qui est moins proche de ces niveaux-là qu'on peut vraiment qualifier d'élite. Ouais. Ces gens-là vont se brûler parce qu'ils vont tout le temps être dans une zone probablement un petit peu trop intense. Exactement. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on est dans... C'est ça la vraie question, c'est que finalement, moi, je pense que c'est facile de faire le raccourci de dire, ben si je m'entraîne tout le temps un peu plus fort, je vais devenir plus fort. Okay. T'es-tu d'accord avec ça? Ouais. Ça nous a tous habités. Puis toi, sûrement aussi, au début de ton entraînement, t'étais comme... Oui, ça prend de l'expérience. Il faut quasiment que tu te toastes un peu pour réaliser que c'est quoi t'entraîner trop fort, ça sert pas non plus à grand-chose. Ouais. Puis d'où le discours ambiant, de la zone 2 aussi. Là. Exact. On peut mettre ça en lien avec ça, là, 100%. Au final. Là. 100%. Puis je pense que avant la zone 2, les gens... Ça existe depuis toujours. Hein? Les vieux cyclistes disaient mouline sur ton petit plateau toute la saison, avant la saison morte, après ta saison, quand tu reprends, je devrais dire, pour justement, puis dans le fond, c'était de la zone 2, c'était pour limiter l'intensité. On choisit un plateau plus petit, puis à un moment donné, rendu à 120 cadences, on peut plus, là. Fait que on minimise la résistance. Ouais. Mais maintenant, la zone 2, on la quantifie beaucoup plus soit en battement ou en wattage. Ouais. Puis ça nous permet de s'assurer qu'on reste dans la basse intensité. Puis on regardera les différentes zones. Mais puis on peut le déterminer avec justement d'où vient le lactate. C'est pour déterminer cette barrière-là là, pour être sûr qu'on ne dépasse pas. Fait que ça, c'est cette barrière-là, by the way, est mobile. Elle se promène Absolument. un petit peu. Fait que ça, c'est encore une autre nuance à apporter dans ta saison. Ton VO2 max peut varier, ton lactate peut varier. Ça, c'est geek, on va rentrer là-dedans bientôt. Là. Bien sûr, parce que c'est pour ça, ultimement, qu'on donne plusieurs métriques, puis que nous, on veut faire les seuils ventilatoires, les seuils lactates et donner une fréquence cardiaque. Puis là, quand tu as 3 métriques que tu peux regarder, bien, au moins, s'il y a de la fatigue, on va comprendre que ça affecte une, mais on peut jouer avec l'autre. Ouais. Fait que,
tu regardes juste tout le temps ton wattage, ta fatigue, elle se démonte pas. Puis là, tu te dis, pourquoi je suis pas capable d'atteindre mon intervalle aujourd'hui? Ben, on regarde la fréquence cardiaque. Oh, elle est moins élevée ou elle est plus élevée. Bon, ben, c'est ça. On a de la fatigue accumulée. Et là, ça me donne un outil de revenir en arrière. Mais tout ça pour dire que c'est là que le signal, des fois, il est dur à aller chercher parce qu'on pense qu'il faut tout le temps atteindre les cibles de wattage. Mais il y a des workouts qui sont supposés être des 8 sur 10 sur une échelle de 1 à 10, on va dire, de Borg modifié. Là. Des 10, là, on n'est pas supposé en avoir dans l'année. Puis il y a des coachs qui disent qu'on n'est pas supposé en avoir du tout. Fait puis si t'en as... Parce que tes courses, ça va être ça. Fait que oui. T'as pas besoin. Puis ça prend trop de temps à récupérer pour l'adaptation. On est mieux d'aller à un 8, 8.5, peut-être un 9, mais puis prendre un peu de repos. Puis là, on peut en refaire plus souvent. Puis ultimement, c'est plus la fréquence de cette adaptation-là qui va créer une plus grande adaptation que de faire un gros coup. Donc, on prévoit la constance. Mais pour revenir à le surentraînement, si on veut dire, si on en fait trop, mais si on prescrit, on veut toujours monter à peu près, bon, c'est une règle très, très... prenez-moi pas trop au mot, mais on dit de monter 10% plus ou moins à chaque semaine dans un progressive overload. Là, quand on s'entraîne, on en fait toujours un peu plus, on prend une petite pause, puis on continue à remonter. Bien, dans cette idée-là, on veut bien quantifier les choses. Fait que si moi, comme je suis ton coach, puis là, je te dis, OK, fais 3 fois 10 minutes en zone 4. C'est rough, ça. À FTP. Non, si tu utilises mes chiffres. Si je l'évalue bien. Puis tu évalues bien ton FTP, mais tu vas être capable. Mais s'il est surévalué, c'est exactement ton point. Dans le fond, c'est que si je prends du point 75. Je te dis que c'est top parce que moi, en ce moment, j'ai pas fait tes tests. Ouais, c'est ça. Les métriques que j'ai, c'est des métriques extrapolées d'une Garmin puis d'un système de réalité virtuelle. Oui, puis ça, c'est tout un autre podcast. Mais puis t'en as sûrement déjà parlé avec d'autres mondes. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend le ramp test, tu prends le ramp test, puis là, tu prends 0.75, puis t'es dans le 20% surévalué. Moi, je te programme quelque chose en zone 4, mais 20%, t'es probablement en zone 5. Là. Fait que là, ton 5 minutes, au lieu d'être tough, il est ultra tough ou impossible ou 10 sur 10, ce qui ne devrait pas être. Fait que c'est facile. Puis là, tu dis, puis là, comme athlète, on est tellement dur sur nous-mêmes. On dit, non, le coach l'a mis, je devrais être capable de le faire. Mais tu sais, si on part pas du bon chiffre... Si la prémisse de base n'était pas la bonne, on est un peu dans le pétrin. C'est ça. Fait que c'est pas la faute de personne, mais il faut juste, je pense, faire un peu plus de travail pour s'assurer qu'on a le bon chiffre de base, puis ça va aider beaucoup. Puis on est toujours mieux dans le doute de se sous-entraîner un peu que de se surentraîner, parce que les gens qui se sont rendus là le savent que c'est pas 2 jours que ça prend à revenir de ça, c'est des semaines, voire des mois, dépendant comment creux t'es allé là, dans le trou. Là. Ouais. OK, moi j'ai le goût que on rentre dans la phase plus geek. Là. Ouais. Moi j'avais envie d'y aller dans l'ordre, en fait, de ce qu'on connaît le plus. Puis c'est selon ma perspective. Fait que j'avais le goût qu'on fasse fréquence cardiaque, VO2 max, lactate, puis seuil ventilatoire. Simplement parce que pour moi, dans nos démarches, quand on a décidé de partir le projet tout le monde ensemble, la FC, pas mal tout le monde est à l'aise avec ce concept-là de fréquence cardiaque. 220 moins ton âge, c'est répandu dans le domaine. Après ça, on a le VO2 max, qui quand même est, on pourrait dire, démocratisé à 90% dans la population parce que les outils l'extrapolent. Ensuite, on a le lactate, qui est quand même quelque chose de plus récent, là, puis tout le monde veut peut-être être à jour. On peut parler des méthodes norvégiennes, on peut parler de toutes ces choses-là. Double seuil. On peut parler de ces choses-là, puis on peut finir avec le seuil ventilatoire, mais moi, ce que je retiens, puis ce que je veux qu'il soit vraiment important comme message aussi, on en a parlé, c'est que toutes ces choses-là, finalement, tu l'as comme mentionné un petit peu tantôt, mais toutes ces 4 choses-là, fait que fréquence cardiaque, VO2 max, lactate, seuil ventilatoire, c'est 4 mesures objectives qui vont nous permettre de nous y retrouver avec les outils qu'on possède déjà. Parce que c'est un peu ça aussi, c'est d'essayer de réussir à prendre ce que tu vas avoir comme test, puis que la personne, finalement, elle n'ait pas besoin de venir te voir à chaque semaine puis faire un test de VO2 max, parce que ça... Bon, il y a des coûts associés à ça. Ouais. Puis c'est peut-être pas nécessaire non plus. Non. C'est d'avoir d'éduquer finalement davantage la population cycliste qui veut s'entraîner sérieusement, tout en jonglant avec justement en essayant d'éviter cette zone-là où est-ce que ça serait surévalué, puis là, il serait dans le surentraînement, puis c'est long de se sortir de ces phases-là.
Exact. Fait qu'on commence par... tu t'es pris une petite note sur tes... Vas-y, peut-être pour préciser peut-être des choses dans ce que j'ai dit. L'autre chose, c'est bien ce que tu dis, les mesures objectives. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'avoir aussi une mesure subjective. Oui. Fait que moi, je fais aussi remplir toujours au moins un RPE, là, c'est Rate of Perceived Exertion ou perception de l'effort en français. Donc, on peut le faire 1 à 10, c'est plus simple. L'original, c'est 6 à 20. Là. Même Garmin ont ça maintenant, je pense. Oui, il y a deux choses que tu remplis, c'est comment tu te sentais aujourd'hui. Le mood. Puis après, comment tu as ressenti cette séance-là spécifiquement. Puis ça, c'est important parce qu'il y en a qui sont faites pour être un 4 sur 10. Puis si ton 4 sur 10, tu m'écris 7 sur 10, on a un flag. Fait que c'est parfait, mais ça prend ça aussi parce que peut-être que tu as été capable d'atteindre toutes les cibles. Fait que moi, si je regarde juste mes mesures objectives, je vais penser que tout va bien, mais la mesure subjective vient nous donner vraiment une couche de plus là-dessus aussi. Oui. Puis ça, c'était tout un podcast que j'ai fait avec Myriam, là, qui était sur la récupération puis l'entraînement. Cool. Tu sais, la physiologie de l'exercice. Puis ça, c'était bien important. Tu sais, je pense que moi, en tout cas, c'est le message qui est ressorti de cet épisode-là sur optimiser la récupération puis la physiologie de l'exercice, c'est-à-dire tu peux te fier à ton subjectif. Tu sais, genre ton subjectif... Finalement, il est hyper valide. C'est juste qu'étant donné qu'il est plus intangible qu'une donnée sur ta montre, bien souvent, c'est quelque chose que tu as plus de misère à incorporer dans ta réflexion, alors que, mettons, les gens plus scientifiques comprennent que cette donnée-là, ben c'est vraiment, tu sais, c'est quasiment la plus importante dans tout. C'est comme comment tu t'es senti à l'entraînement. Si tu es toasté aujourd'hui, on peut prédire que c'est normal parce qu'on a vraiment accumulé beaucoup de charges. Puis là, ben il y a un 3 jours de repos ou de repos actif qui s'en vient. C'est ça qu'on voulait comme sensation perçue. Fait que oui, subjectif, tu as bien raison de le mentionner parce que là, étant donné qu'on parle de chiffres, ben on veut pas que les gens tombent non plus dans le faut pas regarder que l'objectif. Exact. Fait qu'on commence par dans quel ordre, là? Toi, tu voulais faire la FC en premier, t'as dit? Là, tu me montres une mitochondrie puis j'ai peur. Je m'excuse, on va regarder ça pour plus tard. On va regarder ça pour après. Le cycle de Krebs, bienvenue au cégep biologie. On repasse les cours. Ouais. Mais le cours le plus tough, ça, là. Ah oui, c'était ça? Ah, moi, j'étais pas bon en bio. J'étais là en physio, mais c'est pas parce que c'était une matière que je me distingue. OK. Non, mais c'est... je pense que la fréquence cardiaque, c'est important d'en parler, mais on en a parlé un peu déjà. Je pense que c'est... oui, avec ton tableau, effectivement. C'est très... Le gros message pour moi, c'est que c'est très inter-individu. Donc, c'est... Beaucoup de variabilité. Fait que discuter entre deux athlètes ou quelqu'un qu'on connaît pas de ma fréquence cardiaque à telle intensité, il n'y a pas beaucoup de valeur à ça. Donc, on peut dire, moi, ma zone, c'est ça. Puis l'autre dit, moi, ma zone, c'est ça. Puis on peut être émerveillé de la différence parce qu'on est tous des personnes différentes. Ben, c'est un peu la discussion avec Sanders. C'est genre qu'à chaque fois que je vois ça, je suis comme, wow, fantastique. Lui, genre, mettons, il peut pas se rendre à 165. Non. Il peut pas. Il est juste, son corps peut pas. C'est ça. C'est comme ça. Fait que genre, je vais pas essayer de pousser 300 watts à 140. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, on n'en reparle pas, là, mais c'est l'équation de Fick. Puis, il y a une différence avec la grosseur du cœur, le volume d'exécution systolique de chaque personne, puis la fréquence cardiaque. Fait que tout ça, c'est personnel. C'est pour ça qu'il faut déterminer la sienne. Ça peut être... Il y a des protocoles juste pour ça, mais on peut prendre... Si vous avez fait un effort que vous qualifiez de 10 sur 10 comme athlète, on peut probablement regarder ça. Puis aussi, on a 1 an ou des années d'entraînement. Les données, souvent, entre l'entraînement puis des événements, des courses, c'est souvent valide, là, ce qu'on est capable de retrouver dans la vraie vie, dans l'extérieur. Mais je pense que ton point le plus important, c'est vraiment ce que tu as dit, là, c'est que c'est cool là, si tu es émerveillé devant les stats de ton voisin puis ton collègue d'entraînement, mais au final, ben c'est pas un élément sur lequel tu veux te comparer, là. Non, puis quelqu'un me disait ça, c'est drôle, j'en jasais à la fin d'une course avec des gars avec qui je cours sur Zwift, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ben moi, c'est plus bas, fait que j'ai une moins bonne chance d'être un bon athlète, de performer. » Puis je suis comme « Non. C'est juste que
l'autre facteur de l'équation va prendre plus de place, c'est tout. Fait que c'est pas parce que vous êtes plus bas que vous êtes meilleur, c'est pas parce que vous êtes plus haut que vous êtes moins bon, meilleur. C'est pas une qualification de toi comme athlète. C'est juste une donnée qui est personnelle, qu'il faut déterminer soi-même, puis après faire ses zones avec. Que tu peux utiliser pour t'entraîner mieux, mais au final. Absolument. Puis il la faut parce que c'est une bonne réponse. C'est la plus démocratisée. Tout le monde a une fréquence cardiaque, une ceinture qui sont pas mal plus précises, mais bon. C'est encore vrai, ça? Ouais. Ça continue d'être. Il n'y a peut-être pas d'études sur les dernières technologies où je les ai pas lues, je vais être très honnête, mais il y avait quand même un gap. C'est sûr que quand tu as une montre, par exemple, tu es plus loin de ta. C'est-tu pour ça? C'est parce que c'est distal, le point de prise de mesure? Je pense qu'il y a entre autres ça, mais aussi juste la technologie qu'on essaie de lire. Sur le poignet, oui. Puis la sueur qui vient entre les deux, puis toi, tu la mets de tête, moi, je la mets plus lousse. Il y a beaucoup de petits facteurs. De variabilité, alors que la strap, c'est plus... Bon, c'est plus proche, mais deux, c'est aussi plus direct comme mesure. C'est pas exactement aussi la même technologie. On n'essaie pas de voir le mouvement de la peau, on ressent plus. Là, mais... Fait que je pense que ça, c'est plus démocratique. Fait que c'est important de l'avoir parce que, puis d'en parler, puis d'avoir un relatif, même si on teste les seuils, on va donner à ce seuil-là, tu es à telle fréquence cardiaque pour que tout le monde puisse l'utiliser tous les jours. Exact. Est-ce que tu donnes une fréquence cardiaque pour, mettons, tu comprends-tu? Tu donnes une fréquence cardiaque pour ta mesure, mettons. Tu donnes-tu une fréquence pour le VO2 max ou oui? Oui, on peut avoir un range. On peut avoir c'est plus un... Parce que VO2 max, c'est comme une capacité de consommation d'oxygène maximale, là, dans ma tête. Là. Exact. Fait qu'on a un point maximal, mais on sait qu'il y a quand même une zone où on travaille, où on est proche de ça. Du maximum d'utilisation d'oxygène, mettons? Oui. OK. On peut y aller vers ça, là. On peut y aller vers le VO2 max. Si tu veux, on a parlé FC, là, on enchaîne un peu VO2 max. Fait que le VO2 max, ça représente quoi? Bon, ça représente c'est la quantité maximale d'oxygène qu'on est capable d'utiliser ou métaboliser dans le corps. Mais il y a plusieurs... Parce qu'on est capable de dépasser aussi cette valeur-là, dans le sens que maintenant, tu dépasses cette valeur-là puis tu brûles d'autres formes de substrat pour oui. Là, c'est ça. C'est là où la consommation d'oxygène, elle plafonne, elle. Mais le CO2 continue à monter. Donc, on peut pousser un peu plus loin avec certaines filières, en effet, mais c'est sûr que quand on est au plateau, là, il ne reste pas longtemps. Là. D'habitude, on est déjà dans la douleur. Oui, on est dans les très hautes sphères de douleur. Donc on a des... Si on est entraîné des minutes, mais on peut tenir un VO2 max, on pense, la littérature là, dit, bilate 5 à 7 minutes. Ouais. On a vu des 8, 9. Il y a des gens qui disent 8, 9 minutes. Puis ça dépend encore une fois inter-individu, mais on est dans cette zone-là. Fait que souvent, on a des intervalles dans ces zones-là, peut-être même aussi que 3 minutes à des pourcentages un peu plus 110, 120. J'ai une question qui vient... je vais couper ton idée parce que je pense à toi pendant que tu m'en parles. Okay. Tu penses que les cyclistes, puis même tous les athlètes là, qui vont utiliser ça, j'ai comme une hypothèse. Est-ce que les athlètes, une fois qu'ils sont mieux éduqués, ils sont plus sereins par rapport à... Oui, ils sont moins stressés ou préoccupés par leurs données de leur outil une fois qu'ils comprennent comment ils les utilisent. Parce qu'on dirait que moi, si tu augmentes mon niveau d'éducation, mon VO2 max, je sais qu'il peut varier. Ma fréquence, je sais qu'elle peut varier selon mon effort. Est-ce que ça permet aux gens d'être plus articulés dans leur démarche d'entraînement? C'est pas tout le monde qui veut être autonome. C'est pas tout le monde qui veut être autonome. Ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé aussi avec Myriam. C'est que tu as des athlètes qui veulent être très hands-on, puis tu en as d'autres qui préfèrent une structure dans laquelle ils vont recevoir le travail à faire puis qui vont l'exécuter. Puis dans les deux cas, tu as des athlètes qui performent dans très haut niveau. Là. Fait que c'est plus des manières de vouloir être impliqué dans son entraînement. Mais encore là, ça, c'est une population élite. T'sais, des amateurs, ça n'a pas ce luxe-là nécessairement, j'ai l'impression. Mais je pense qu'on a ces deux personnalités-là dans les amateurs aussi. Il y a des gens qui viennent même obsédés avec les données. Puis certaines personnes... le fils de Chris Lieto, un ancien triathlète professionnel avec beaucoup de réussite. Caden Lieto a même tout fermé, son Strava, tout ça, parce que lui, ça venait
créer trop d'anxiété, tout ça, puis les chiffres, maintenant, ils vont au fil un peu plus. Fait qu'on a cette population-là qui va devenir, en leur apprenant qu'est-ce qu'ils peuvent regarder, là, ils regardent le HRV, ils regardent les millisecondes, ils regardent tout le QRST. En tout cas, ils regardent comme trop, peut-être dans le détail. Fait que ça peut devenir négatif. Puis en même temps, il y a des gens qui, oui, en comprenant, ils veulent juste comprendre la base. Puis là, OK, ils sont comme, c'est normal aujourd'hui, ma fréquence cardiaque, elle ne veut pas monter parce que je suis fatigué. Je vais descendre mon intensité ou je vais changer le plan d'entraînement. Puis ils sont sereins avec ça. Puis c'est notre objectif dans l'éducation. Je pense que c'est important aussi de comprendre à qui on parle parce que ça peut devenir trop. Fait que des fois, dans l'éducation, on leur donne les outils de geeker tellement que ça peut devenir anxiogène. Fait qu'il faut juste pas aller là. Mais oui, je pense qu'à la base... C'est quoi un indice que, mettons, ces stats-là prennent trop de place? Mettons, si je reçois des messages à chaque session de l'athlète, par exemple, ça va être... puis il dit « Ah, mais pourquoi je me suis pas rendu? » Puis c'est beaucoup dans la forme... Moi, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup dans la forme de questionnement. Fait que quand quelqu'un se questionne trop, questionne, je veux dire, sa valeur ou la valeur de sa performance ou d'une session d'entraînement, pour moi, je suis comme, c'est pas grave. Demain, ça va être un meilleur jour, puis on va la refaire la semaine prochaine, la session, puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas encore, OK, on verra ce qui n'a pas fonctionné, puis on ajustera, mais les gens, des fois, sont trop focusés sur une session, puis ils veulent que chaque session soit parfaite. C'est ça. Il y a ça là-dedans. La perfection. Chaque séance doit rapporter des dividendes, alors que des fois, de respecter le plan, c'est là que tu te creuses un trou versus te dire « Ah, aujourd'hui, finalement, je le file pas pantoute. » Ton entraînement va être payant si peut-être tu le sautes. Dans une journée où tu le files pas pantoute, puis finalement, tu es en train de commencer un virus de garderie. En effet. On est là-dedans. Je vais faire un petit tout pour confirmer. Oui, on est là-dedans. Mais oui, c'est ça. Fait que je pense que nous, notre travail, c'est ça. C'est après d'avoir fait le test. Moi, je fais pas un test, puis je te donne un papier, puis je t'envoie chez vous. Tu sais, ma job, c'est de faire de l'éducation, puis il y a une partie de ça qui est du temps où on s'assoit, puis justement, on explique. Puis souvent, on le voit à la réaction de la personne. Elle peut avoir plein de questions, ça ne veut pas dire, mais il faut juste faire attention que ça devienne... Il faut expliquer ça, il faut dire une session cassera pas ta saison. Donc, il ne faut pas... c'est un anglicisme, make or break your season. Mais ça ne fera pas que ta saison va avoir plein de succès ou que ça va être un échec total. Fait qu'il faut juste véhiculer ce message-là, puis peut-être le répéter. Ça me fait penser beaucoup aux questions qu'on a eues, nous, puis qu'on a amélioré les fiches de Bike Fit qu'on donne aux clients, parce qu'à la fin, il y avait souvent des questions. Est-ce que c'est normal que j'ai besoin de revenir? Est-ce qu'il y a un suivi d'inclus automatiquement? Est-ce que je me sens pas bien dans les premières heures après tous les ajustements? Est-ce que c'est normal? Fait que on a comme troubleshooté maintenant en amont des choses pour dire, c'est normal que tu aies besoin de temps pour t'adapter. Si aujourd'hui, par exemple, on a fait tel changement, on avise le client. On a changé ta selle, on a fait une grosse modif sur XY parce qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire pour te sortir de cette douleur-là qui t'empêche de t'entraîner, mais il faut falloir que tu te réadaptes tranquillement, il faut que tu prennes du temps. Toi, est-ce que c'est peut-être quelque chose auquel on a déjà discuté, là, en fait, là, de l'éducation qui sera fournie avec les tests, parce que tu fais de l'éducation, one-on-one, là, quand tu expliques le test. Mais des fois, tu as des choses qui reviennent souvent, qui deviennent finalement des... Peut-être qu'on pourrait faire des vidéos YouTube. C'est ce que j'allais dire. Il faut faire des capsules pour référer les gens, parce que moi, c'est sûr que je m'assois, puis là, on a beaucoup de choses à passer, puis c'est normal que la personne retiennent pas tout, là. Fait qu'il faut... qu'il y a des questions qui émergent plus loin. Ou des questions plus poussées, comme tu dis, mais même juste, comme on parle du VO2 max, puis là, on pourra en parler après, mais il y a comme trois choses qu'on mesure, puis on mesure juste au bout ici, on peut mesurer à chacune des parties, mais si la personne, elle oublie, mais c'est quoi donc la troisième composante, puis comment je l'améliore? Fait que c'est normal, là, à un moment donné, on donne beaucoup d'informations, on essaye qu'il y ait la meilleure rétention possible, mais je pense que pour rendre service, puis pour pas qu'on... pas que... Je veux pas... On va faire des suivis avec les gens, puis on répond aux questions, mais je pense qu'on rendrait service aux gens s'il y avait accès... Non, mais s'il y avait accès à juste cliquer, ils ont déjà payé pour le service, on peut leur redonner cette éducation-là, qui est moins personnalisée. On va juste l'expliquer général, mais oui, il faut faire ça, parce que... Puis on pense, hein, puis
mais il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Puis on fait un entraînement, une session, puis on dit ça travaille sur mon VO2 max, ça? Ouais, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait sur ma respiration, ma fréquence cardiaque, je suis au seuil 1, seuil 2. En tout cas, il y a plein de questions. Allons-y avec Fait qu'on y va avec ça. Graphique, je le mets à l'écran. Super. Donc, fait que ça, c'est bien important parce que, tu sais, on a le capteur au début puis à la fin, là, puis... comme tu disais, là, on a quelque chose au début, puis ce qu'on mesure, c'est juste à la fin. C'est ça. Donc, la VO2 max, vu que c'est la quantité maximale d'oxygène qu'on peut utiliser, nous, on mesure, quand la personne a le masque, on mesure ce qui rentre, ce qui sort, donc ce qui respire, exactement, les deux petites flèches, VO2, CO2, l'air. Puis ensuite, on voit qu'on s'en va vers l'O2 inspiré, puis ça monte vers... La circulation. Oui, la circulation. Fait que là, nous, on mesure la ventilation au bout, mais après, quand on a inspiré l'air dans nos poumons, il faut que ça se rende dans le sang, hein, puis il faut que ça se rende aux muscles. Fait que la circulation, c'est plus le système sanguin circulatoire. Fait qu'il peut y avoir des limitations là. Puis après, il faut que ça se rende dans le muscle, puis que ce soit extrait. Extrait en premier, Fait que l'extraction, c'est une des choses qui varie. Puis après, il faut que ce soit utilisé. Puis on voit la mitochondrie notamment là, qui va utiliser ça pour créer de l'ATP. L'extraction, c'était pas une étape à laquelle j'avais pensé. Oui, puis il y a des gens qui font des études beaucoup là, sur la VO2, puis on voit jusqu'à 97, je pense qu'il y a peut-être un record à 98% d'extraction. Puis ça fait que ça s'entraîne. Le muscle va pouvoir extraire ça du sang. Oui. Grosso modo. Grosso modo, oui. Oui. Grosso modo, oui. Okay. Puis parce que forcément, si on amène, toi et moi, la même quantité d'oxygène au muscle, mais que je suis capable d'en extraire plus, bien, je vais profiter plus, je vais créer plus d'ATP, puis je vais créer plus d'énergie. Puis je vais être capable de pousser plus pour la même quantité qu'on a inspiré. Qu'on a rentré dans notre système. Puis ça, on peut le tester. Nous, on le teste ici avec le masque, mais on peut ici même au muscle. Maintenant, il y a une technologie qui est le NIRS, Near Infrared Spectrometry, qui est une des marques qui est connue que j'ai utilisée à l'université. Là, c'est le MOXIE notamment, qui est peut-être le plus connu, mais il y en a d'autres. Puis c'est un peu c'est pas exactement, mais c'est un peu ce qu'il y a qui regarde notre fréquence cardiaque à la montre. Fait qu'on regarde la peau, puis on voit le sang, la couleur, puis on détermine l'oxygénation. Fait que du sang oxygéné, c'est rouge, du sang désoxygéné, c'est mauve. Fait qu'il détermine directement. Fait qu'on peut l'évaluer ici. Nous, on l'a déjà là. Puis dans le fond, tu parlais de ça parce que là, on geek un peu, mais... c'est circulatoire. Je veux juste finir. Excuse-moi. Puis la circulation, c'est un peu la lactatémie. OK? Fait que là, la première chose, c'est qu'on ne dit pas vraiment assez de lactique. Hein? Si vous dites encore ça, c'est correct, mais c'est un état très transitoire. Fait que le lactate doit se lier à un H+, devient juste de l'acide lactique pour sortir de la cellule puis aller dans la circulation, mais il se sépare. Puis nous, ce qu'on mesure dans le sang, c'est juste le lactate. Puis le lactate, c'est pas mauvais. Hein? On va sûrement rappeler des choses que peut-être des gens ont dit déjà, mais j'aime ça répéter le message. C'est pas mauvais. En fait, il y a des études, si on injecte dans une cellule plus de lactate, il y a plus d'énergie créée. Hein, donc, c'est un substrat énergétique qui est utilisé. Souvent, on parle de déchets. Ça comme une réputation. Exact. Et ce n'est pas un déchet. C'est un substrat qui est utilisé. Donc, c'est très utile. On veut, mais à un moment donné, on ne peut plus l'utiliser, puis il doit être sorti de la cellule. Et c'est là qu'on voit, quand l'intensité augmente, on le voit dans la circulation monter. Et on peut supposer que, il y a des seuils, là, puis ça nous aide à déterminer les seuils d'une autre façon. C'est un peu comme les seuils ventilatoires. On veut déterminer la même barrière avec des informations différentes. T'as bien fait de garder le lead parce que, pour vrai, j'avais pas compris que c'était ça. Non, mais tu sais, dans le sens que ici, c'est ton capteur, peut-être un peu plus nouvelle technologie qui s'en vient. Pour déterminer c'est dans quelle roue que tu as le plus d'optimisation à faire, finalement. T'sais, quand tu parles de ton lactate, mettons, tu peux comme... Je sais pas à quel point on a de la... faites des commentaires si vous en connaissez, mais si on a des études scientifiques sur... si c'est un intervalle je dis des choses pour dire des choses, de 4 minutes qui aide lui, puis de 8 minutes qui aide lui. Des techniques est-ce qu'on peut vraiment travailler chaque roue séparément? Non, je ne sais pas si on a les études sur ces méthodes. Là, dans le fond, on est comme au moins, on peut évaluer les C'est ça, là, on est dans une première étape où on essaie de quantifier chaque roue, c'est-à-dire la ventilation, la circulation, puis l'utilisation par le muscle. Fait que là, ton lactate, dans le fond, lui, c'est celui qui te permet de voir un genre de photo d'instantané sur qu'est-ce qui se passe dans la circulation. Puis, je sais pas si on voit bien les flèches sur
la figure, mais dans le fond, c'est sur le retour. Hein, parce que l'air, on l'inspire, on l'envoie vers le muscle. Ici, on produit de l'ATP. Puis là, avec l'intensité qui monte, il y a plus de glycolyse, il y a plus de lactate. Puis là, il est retourné dans la circulation. Fait que lui, il est sur on mesure sur le retour aussi. Fait que c'est intéressant de voir à quel moment on est. Là. C'est quand même un processus complexe. On essaie de le simplifier un peu là, parce que chaque étape est très, très complexe. Mais ouais, on le mesure sur le retour. Puis on a le retour aussi de l'air expiré. On le mesure avec le masque. Fait qu'on mesure plusieurs de ces parties-là. Fait qu'on peut voir un peu peut-être où il y a de l'amélioration possible. Ouais. Nice. Je vais me coucher moins niaiseux. C'est vraiment bon. Super. OK, good. Fait que dans le fond, notre VO2 max, là, c'est comme un genre de portrait global. Là, si on c'est veut, comme la grosseur du moteur. Ultimement, là, on dit souvent ça. On dit souvent mais ça. Là, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais là, je le vois. Ouais. Fait que c'est comme le maximum qu'on peut aller. Ouais. Après, là, on reparlera, puis c'est pour ça qu'on a la FTP et la puissance critique, c'est parce qu'on essaye de rapprocher. Pour moi aussi, c'est le plafond. J'aime ça voir ça comme mon plafond. Puis mon plancher, ça va être mon seuil pour les sports d'endurance, là, de semi puis de plus longue distance. Bien, on essaie de rapprocher les deux. Fait oui, on veut repousser le VO2 max, mais à un moment donné, on veut aussi juste ramener notre plancher, qui est notre seuil, plus proche. Puis on voit les élites, là, les marathoniens. Le seuil, ça représente quoi là-dedans? Élite. Le seuil, mettons. Parce que là, moi, quand tu me dis. Mais c'est parce que moi, je comprends pas quand tu m'expliques. Le seuil, je veux le rapprocher du plafond. Ouais. C'est quoi tu veux dire? Le seuil, ça représente quoi? Le seuil, c'est l'intensité, le pourcentage de notre VO2 max qu'on est capable de tenir sur un temps X. OK. Parce qu'on VO2 max, comme on a dit, mettons qu'on revient avec nos CP, on est autour de 5-7 minutes. Oui, mettons que ça va être ton CP. Fait que toi, tu 5, vas essayer 7, d'améliorer le plus proche de ça le plus longtemps possible. C'est ça ton CP? Oui. OK. Puis on voit les marathoniens élites qui sont dans les 2 heures quelques, les bas 2 heures, sont à 90% et plus. Fait que sur le 2 heures, ils sont à côté sur la limite. Presque là. Ouais, ils peuvent pas parce que sinon, ils vont exploser. C'est pour ça qu'il y a tout le temps une petite variabilité dans leur performance parce que, mettons aussi, là, pour plein d'autres choses, là, mais dans le sens qu'ils sont tout le temps à la limite de genre make or break. Là. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on voit des fois les attaques, puis il y a quelqu'un qui part, mais quelqu'un qui le regarde puis qui dit ouais, non, si j'y vais, je vais finir à pied, en marchant, je veux dire. Ouais. Fait, mais c'est impressionnant. Puis on est capable de. Fait il y a 2 variables qu'on essaie de bouger. Puis en faisant ces tests-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit. Ça se peut aussi que ton plafond soit juste pas assez haut. Là. Ouais, si t'es dans le bas là, de la courbe pour ton âge, ben on va vouloir monter le plafond. Puis ça va être beaucoup plus payant. Le seuil va suivre un peu. Ouais. Mais après, il y a du travail à faire pour monter le seuil. Fait c'est intéressant de voir c'est quoi les forces, les faiblesses, puis qu'est-ce qu'on a travaillé. Puis ça, nos tests répondent à ces questions-là. C'est ça le but ultimement. C'est de voir, toi, peut-être qu'on s'entraîne différemment, puis toi, ta force, c'est ton VO2 max, puis moi, c'est mon seuil. Ouais. Dans le fond, moi, je devrais travailler mon VO2 max pour monter mon plafond, puis mon seuil va suivre, ou je vais le réentraîner, puis il va remonter. Puis toi, c'est l'inverse. Ton VO2 max est déjà élevé, il faut juste qu'on travaille le seuil. Fait que c'est important, je pense, pour chaque personne de voir, parce que si on s'entraîne comme notre voisin, puis il n'y a pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses, on n'aura pas les mêmes résultats. Puis on n'optimisera pas pour nous-mêmes. Genre, je te propose un plan d'entraînement qui a super bien marché pour moi. Genre, ça, c'est un classique. Good job for you. C'est ça. Content de savoir que tu as trouvé de quoi qui fonctionne. C'est correct d'avoir un point de départ. Là. Je veux pas. Oui. Mais c'est sûr que si on est dans les gens qui essaient d'optimiser, on n'est peut-être plus là à prendre un programme sur Internet. Ça me fait penser à le programme de ton voisin. Ça me fait penser à la courbe, dans le fond, des puissances critiques. Dans un sens, la courbe des puissances critiques, une personne que son seuil est proche de son VO2 max, c'est que finalement, il y a un bon indice d'endurance. La courbe, elle s'aplanit, c'est ça. Fait qu'elle, c'est-tu un peu ça, mettons, son seuil est-tu plus proche de son tu sais, mettons, ton VO2 max, il est sur 8 minutes. Puis là, dans le fond, ta courbe, elle peut être vraiment plate le plus vite possible, dans le sens que t'es capable de maintenir. Oui, le plus vite possible. C'est ce que je veux dire. Parfait. Je le mets à l'écran. Oui, on a aussi des mesures. Bon, là, ça dépend comment qu'on calcule le CP, mais c'est un autre seuil où le CS, c'est Critical Speed là, pour la course à pied, pour ceux qui sont en course à pied, ou Critical Power pour la puissance de ceux qui sont plus vélo. Malgré qu'on a la puissance maintenant c'est ça, c'est la course à avec pied. les capteurs.
J'ai pas lu beaucoup, pour être honnête. Fait que j'ai été beaucoup dans le cyclisme dans ma maîtrise. Fait que j'étais un peu plus à jour là-dessus. Ouais, c'est une bonne question. Mais je pense que ça s'en vient quand même pas mal. Puis plus il développe ça, plus ça va être valide, fiable. Ouais. Fait que là, les coureurs vont devenir aussi obsédés par le power que les cyclistes. Ouais. Ben, c'est pas mauvais parce que si je t'envoie un pace, ben en fait, ce qui est cool avec ça, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que j'ai déjà eu un client qui habitait dans un endroit où c'est tout le temps des vallons. Là, je lui donne un pace, puis il est comme... Je peux pas faire ça, je peux pas garder 5,30. Moi, ça fait 5. Puis à un moment donné, j'étais à 6,20, puis je suis dans le tapis. Fait qu'on est obligé d'utiliser d'autres métriques, mais au moins la puissance, ça permettrait à la personne de dire... C'est comme si j'étais au bon pace pour un coureur. Fait que c'est super intéressant pour ça. Parce que Montréal, moi, je suis proche du canal, c'est super plat. Mais si on est ailleurs, que ce soit à Montréal, dans le monde, ou même juste dans le nord des cantons de l'Est. Dans du puis si on veut faire du dénivelé, après, ça devient vraiment intéressant. Fait qu'il y a des formules là, pour ajuster les paces, mais tu peux pas faire ces formules-là en montant une côte. Ça... En tout cas, peut-être des gens sont capables. C'est un super science si tu fais ça. Il y a des gens qui aiment ça calculer. Moi, je calcule combien de temps il me reste, puis si j'accélère mon pace, quelle vitesse, en tout cas. T'es dans le moment présent, des maths. Ouais, peut-être que je devrais plus l'être. Peut-être que je devrais travailler là-dessus. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Mais comme tu disais, tu as parlé d'indice d'endurance, puis c'est intéressant, il y a certains coachs qui utilisent ça, puis c'est vraiment justement la pente de la courbe un peu. Là. C'est logarithmique, là, mais c'est une fonction logarithmique, on ne rentrera peut-être pas là, mais oui, on veut l'aplatir. C'est ça qu'on a besoin. Oui, ça dépend des... On parle de sport d'endurance. On parle de sport d'endurance. Non, fait qu'on est plus dans le bout de la courbe, t'as raison. On peut penser à ça sur un cycliste de piste, par exemple, que lui, ce qu'il a besoin... non, c'est ça. besoin de ses 2 premières minutes, s'il fait du keirin. On peut en déterminer un indice d'endurance. Il y en a différents. Peut-être que la formule serait légèrement différente, là, mais surtout pour le temps, vu qu'on utilise. Mais oui, on pourrait utiliser une formule d'indice d'endurance juste ici pour le cycliste de piste. Exact. Lui, il veut avoir le plus possible sur son 1 minute, puis on va essayer de... Le FTP, là, pour vrai, pour le cycliste de piste, pas vraiment. Là. Fait que lui, il va dire, c'est quoi, j'ai jamais fait de test d'FTP, puis c'est parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce qu'il n'y en a pas besoin. À la limite, la PAM, puis même peut-être qu'on est déjà, ça dépend s'il fait déjà loin. Des épreuves d'endurance sur la piste. Exact. Ce qui, eux, considèrent des épreuves d'endurance. Ça, là. Exactement. Fait que, puis on revient à nos zones qui sont ici, puis nos seuils. Fait qu'ils sont toujours là, hein, ces idées de seuil-là, puis on veut les identifier, puis c'est le but de ces tests-là. La critique, c'est toujours, mais c'est un continuum, puis c'est vrai, mais on essaye quand même d'utiliser les données au mieux. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas rien qui se passe de couper au couteau. Mais quand même, si on regarde, puis ça fait un petit segue avec le... Tant que les mitochondries te laissent cacher, je suis correct. Je te montrerai pas de juste traumatisé de biologie. La lactate, puis on la montrera, mais ici, c'est détermination des seuils lactates. Puis on part ici à la base, puis là, vous pouvez regarder les vitesses, c'est un bon coureur, là, mais quand on commence l'effort, ça diminue. Vas-y. Ça diminue un peu. Puis là, quand le lactate remonte, c'est pour ça qu'on fait qu'on prend votre lactate émis dans le sang, je m'excuse, pendant les tests. Ça descend un petit peu, puis là, au point où on revient au point de départ, on a notre premier seuil. Et puis après, ça continue à augmenter, mais il y a un point ici, puis on voit un point d'inflexion dans la courbe, et ça monte de façon un peu plus presque exponentielle, puis là, on ne peut plus stabiliser. Fait qu'après ce point-là, même si on gardait l'intensité, la lactatémie va continuer à augmenter, et donc à un moment donné, on va exploser, puis on ne sera plus qu'à maintenir l'effort. Alors, quand les deux seuils, si on stabilise l'effort, la lactatémie va être capable de se stabiliser, puis le système va être capable d'utiliser, comme je disais un petit peu, là, dans cette quantité-là qui n'est pas... Parce que dans le fond, moi, honnêtement, là, LT1, LT2, là, à part entendre Sanders, arrêter de parler de ça avec c'est norvégien, j'ai pas eu le temps de m'éduquer sur ça, honnêtement. Là. Fait que dans le sens que là, de ce que je comprends jusqu'à maintenant, que tu m'as très bien expliqué, c'est
on va partir de ce que je comprends, puis après ça, tu me corrigeras. Dans le fond, bon, le lactate, c'est pas mauvais. Il y a une certaine quantité que tu peux continuer à utiliser pour créer de l'énergie. Exact. Sauf qu'il y a comme un point d'inflexion où tu commences à en avoir trop, puis là, tu n'es plus capable de l'évacuer. Puis là, est-ce que c'est une concentration qui devient trop importante, puis là, elle te nuit? Genre, c'est quoi la... La vraie réponse, c'est qu'on le sait pas, mais qu'on sait que c'est un bon proxy ou surrogate, c'est des anglicismes, mais c'est indicateur. C'est comme un indicateur qui suit l'arrêt de l'effort. Okay. Il y a des théories qui disent que c'est l'acidification, le H+, puis là, il y a d'autres études qui commencent à sortir, qui reviennent peut-être vers l'idée de départ, mais on est encore un peu incertain. Il y a encore plein de choses qu'on connaît pas, là, fait qu'il faut pas penser qu'on le sait, mais c'est pas ça qui crée vos brûlures, si on le sait, dans le muscle. Oui, la sensation, parce que c'est ça au départ. On veut pas là, flusher l'acide lactique le lendemain, c'est pas ça, non. C'est pas le lactate qu'on veut flusher non plus, mais on calcule le lactate parce qu'on a vu que ça suivait cette courbe-là, puis qu'on peut déterminer que là, l'effort est rendu trop intense, puis que si on continue à cette intensité-là, ça va s'arrêter à un moment donné. Est-ce que c'est cet indicateur-là, est-ce qu'on est capable, par exemple, en s'entraînant tout le temps dans une zone où on en a un peu, est-ce qu'on est capable de s'habituer à en utiliser plus? Est-ce que ce point-là d'inflexion, il peut se déplacer? Oui. De dire si vraiment certains entraînements, ça pourrait être plus débattu, mais oui, le but de l'entraînement... Il y a une capacité à mieux le tolérer. Là. Oui, c'est de bouger... Non, mais tu l'as encore mieux dit que ça avant, c'est de bouger les points d'inflexion vers la droite dans ton graphique. Fait que nous, c'est la vitesse, là, fait qu'on veut que ça se passe de plus en plus tard. Tu sais comment me parler, Mathieu. Fait que... Merci. Exactement. J'ai compris ça en 2 minutes. Fait que, tu sais, au lieu que ça se passe ici, je vais dire presque à 16, si la personne, ça se passait à 17, son LT1, elle peut garder 16 maintenant. Plus facilement. Tellement longtemps. C'est ça qu'on veut. Puis en même temps, le LT2 un peu. Puis on peut dire que ce qu'on essaye de déterminer avec le FTP ou la puissance critique, on peut débattre si ça le détermine ou pas, mais ce qu'on essaie de déterminer, c'est le LT2, plus ou moins. Okay. Puis Dr. Kogan, qui a fait le test du 20 minutes, qui a écrit Training and Racing with a Power Meter, qui a inventé le test du 20 minutes, c'était ça. C'était comme un test terrain au début pour plus ou moins déterminer ton LT2, qui est le point qu'on veut être juste en dessous pour être capable justement de faire un time trial ou de faire un demi-Ironman sur ton vélo. On veut être juste en dessous pour pas justement que ça continue à s'accumuler lactate puis qu'à un moment donné, on casse. Mais on va être au maximum qu'on est capable d'utiliser. Mais c'est bien intéressant, je trouve, de savoir que finalement, on le sait pas encore, tu sais. Bon, en tout cas, ce que je trouve, tu sais, dans ton point de dire, on sait que c'est un indicateur qu'on va casser bientôt, mais on n'a pas tout compris pourquoi. Ça, je pense que c'est un message important parce que, tu sais, quand on s'informe souvent, puis qu'on manque d'éducation, moi le premier, parce que je te pose mes questions, veut pas notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? On fait des inférences. Il assemble les morceaux. Les affaires. Comme avec les morceaux qu'on a entre les mains. Mais là, maintenant, 100%. J'ai comme un morceau vraiment important qui dit on peut peut-être le déplacer, on ne sait pas exactement, mais il y a un moment donné où on en a trop et que ça va prédire pas mal avec exactitude que ce qui s'en vient, ça va pas t'aider à mieux performer. Dans le sens que tu vas casser bientôt là, si t'as dépassé ton... Oui, ben, c'est pour ça qu'il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut le savoir. Puis on peut maintenant le quantifier. C'est pour ça qu'aussi, peut-être, une affaire, dans le sens que si t'es trop passé ton point d'inflexion souvent, t'es en train de creuser ton trou en surentraînant aussi. Ça peut être quasiment un peu le... Oui. Mais en même temps, il y a beaucoup d'entraînements qu'on peut faire en haut parce qu'il y a 2 théories. Là, c'est qu'on peut... Est-ce qu'on tire le point vers la droite ou on le pousse vers la droite en s'entraînant en dessous ou on s'entraîne en haut? Fait que ça, c'est comme un peu la courbe de CP que tu veux augmenter par en dessous. Est-ce qu'on la tire ou on la pousse? Ça, c'est un autre débat, puis c'est plus les coachs qui diront leur philosophie. Ta question, en fait, si je résume ton point, juste pour être sûr que tout le monde a compris, c'est que dans ton intensité, finalement, tu veux être tout le temps un petit peu au-dessus pour que ça tire ta courbe ou que ça la déplace, ou est-ce que tu veux t'entraîner toujours en dessous pour qu'il y ait de l'espace qui se crée? C'est bien, c'est super. Oui, exactement. Puis dans le fond, ce qu'on veut déterminer avec ça, puis on viendra au ventilatoire, mais je voulais juste te montrer ce qu'on essaie de déterminer, c'est ces seuils-là pour les zones d'entraînement. Ouais. Puis ça, c'est le modèle à 3 zones. Fait que là, ça vient mélangeant quand on parle de zone 2, mais je vais vous expliquer. Donc, on est en bas du premier seuil en ce qu'eux ici appellent zone 1.
ou zone modérée. Moderate, il y a plus des termes anglophones. Là. Puis après, entre le seuil 1 et le seuil 2, on est en zone heavy. Et en zone 3, on est en zone severe. Mais la zone 2, dont vous entendez tant parler dans les podcasts, elle est dans la zone 1, qui est ici dans un modèle plus à 5 zones subdivisées en 2. Donc, on veut être en dessous ou proche. Là, il y en a qui disent un peu en haut, puis ça, c'est correct, mais de ce seuil-là, on veut être proche pour être en zone 2, puis avoir des adaptations de la zone 2. Fait que la zone 2, dans le fond, c'est en bas même de si on reprend notre autre graphique, là, c'est ça, ta zone 2, elle est avant le premier point d'inflexion de ton... Oui. Puis dépendant là, des recherches, il y en a qui sont un petit peu à droite, là, mais juste pour donner une idée, on est très près du... Puis ça dépend aussi si on prend le VT1 qui est souvent un peu plus bas que le LT1. Puis... Le VT1, c'est ventilatoire? Ventilatoire, je m'excuse. On va en parler. Ben là, je pense que c'est le temps important de parler des seuils ventilatoires parce que ça, je t'avoue que c'est une nouveauté pour moi. Un graphique qui ressemble au lactate. Ouais. OK, donc c'est un peu le même concept. On cherche des points d'inflexion, fait qu'on voit les flèches qui montent le VT1, fait que la ventilation, là ici c'est la ventilation là, qu'on a sur l'axe des Y, puis l'intensité sur l'axe des X qui monte vers la droite. Et au fur et à mesure que ça monte, là, on arrive à un point où on voit vraiment un point d'inflexion, puis l'angle de la courbe change. Fait que là, on aurait le premier seuil, puis ça rechange encore plus tard. Puis c'est un autre type de seuil, puis on regarde, là, on pourrait parler de la méthode, mais là, on est vraiment geek là, sur ce qu'on regarde mais attends, moi, j'ai pour une question déterminer les seuils. avant d'aller plus loin. Oui. Ben, en fait, je pense que tu as bien raison. Là. Ce qui s'en vient, c'est que tu vas me dire comment on la détermine, parce que moi, sur ton graphique à 3 zones, ce que je vois, c'est que ton premier seuil ventilatoire, il est à LT1, puis ton deuxième seuil ventilatoire est à LT2. Là. Ça se peut-tu? Ou c'est juste que c'est exprimé comme ça, mais c'est pas tout à fait ça? C'est exprimé comme ça, puis ils sont pas toujours... couteau au couteau exact. Exact. Okay. C'est parce que c'est deux méthodes de les déterminer. Puis je dirais que dans ce que moi j'ai lu, là, c'est LT2 et VT2 sont proches. OK. Et très, très corrélés. LT1 et VT1 sont corrélés, mais sont un peu plus loin dans l'intensité. Okay. C'est pas nécessairement le même nombre de watts. C'est quoi l'unité de mesure d'un seuil ventilatoire? Comment on le calcule, nous? Oui, explique-moi comment on le calcule. On a la méthode ici à combiner. Parce que sans savoir rien, je te dirais c'est quoi? C'est une fréquence de respiration par minute. On peut l'exprimer de plusieurs façons. C'est pour ça que je n'ai pas répondu directement. C'est correct. Je me doute qu'il y a de la nuance à apporter. Vas-y. Exact. Fait que je vais te dire comment on le détermine, puis après, je vais te dire comment on le donnerait. Je te le donnerais, ton seul ventilatoire. Exact. Comment je pourrais l'utiliser, en fait? Comment tu me donnerais quelque chose que je pourrais utiliser? Exactement. Oui. Puis finalement, il faut que tu sois capable de l'utiliser parce que sinon, pourquoi je te donne cette information-là? Fait qu'on a la méthode combinée, puis il y a 3... avant, on utilisait des fois juste une de ces méthodes-là, mais on utilise, vous voyez sur le graphique, la méthode qui s'appelle V-Slope, où on regarde vraiment le VO2 versus VCO2, des points d'inflexion, encore une fois, là, puis des croisements, il y en a un qui monte, l'autre qui monte pas. Fait que ça dépend un peu, on n'ira pas trop dans le détail, mais puis il y a 3 méthodes, puis on aligne les lignes sur les 3, fait que ça nous permet d'être vraiment précis. Fait que le deuxième, on compare VE, VO2 versus VE, VCO2, puis l'autre, c'est PET O2 puis PET CO2, fait que c'est end-tidal, c'est ce qui est plus fait que dans le fond, c'est des échanges gazeux que tu mesures. Oui. Puis on met tout le temps un peu en relation l'oxygène et le CO2. Fait qu'un seuil ventilatoire, dans le fond, ça se détermine uniquement avec ton masque d'échange gazeux que tu as sur ta machine. Tu n'as pas vraiment d'autres manières de mesurer ça. Non. La Garmin ne pourrait pas te l'extrapoler tant que ça. Là. Jusqu'à temps qu'ils décident de le faire. Là. Exactement. Parce que eux, ultimement, ils utilisent des métadata, puis après, là, ils utilisent certaines personnes, ils font les tests, puis ils disent, OK, ben cette personne-là, ces stats-là, tu devrais être là, c'est tes stats-là. Un peu comme les 20 minutes et 60 minutes, dans un sens. Exact. Mais il n'y a pas d'inter-individu. Puis moi, j'ai déjà eu, ma Garmin me disait 53-54, puis j'ai testé au labo, puis j'étais à 58. Fait que, tu sais, il y a quand même... Tu t'es réjoui. Absolument. 4 points gratuits. J'étais comme... Mais certains peuvent être directs dessus, puis ça peut être correct de regarder comment ça monte ou ça descend. J'ai un ami qui n'était pas satisfait du VO2 max de sa Apple Watch.
OK. Fait qu'il a acheté une Garmin. Il est pas revenu en arrière. Problème réglé, hein? 10 points de différence. Ça le faisait capoter. Il était comme, Chris, je suis quand même en forme, je comprends pas. Depuis que j'ai une Ils ont chacun des algorithmes qui sont propriétaires. Donc, ça donne différent selon tes métriques. Ben oui, acheter des Garmin, ça a l'air que c'était 10 points plus haut. Hein? Ça augmente ta VO2. Pas besoin de s'entraîner. Tu vas surestimer, tes entraînements vont être difficiles. Voilà. Problème réglé. Excellent. Excuse-moi, j'aime ça. Non, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est comment on le détermine, mais moi, c'est pas comme ça que je te le donne. Après, ça devient un point sur la courbe. Puis moi, j'associe un point sur la courbe à et une fréquence cardiaque. OK, c'est ça. Et un wattage, qui sont des choses que toi, tu peux utiliser. Parce que sinon, ça donne quoi que je te dise combien de litres d'oxygène tu utilises? Tu peux pas le déterminer, tu peux pas le calculer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais te demander si tu es bon. Tu satisfait? Es-tu fier de moi, Mathieu? Excellent, Guillaume. T'es exceptionnel. Mais effectivement, qu'est-ce qui arrive quand tu donnes VT1 à FC puis avec les watts puis VT2? Est-ce que c'est que les gens, finalement, qu'est-ce que cette donnée-là, là, parce que moi, je la trouvais bien intéressante de comprendre un petit peu plus. Tu sais, c'est comme c'est la roue de la roue. Je fais référence à ton moteur. Et où la roue? Je t'ai amené trop de graphiques, je m'excuse. Non, je le savais. Je l'ai vu, ton document imprimé. Je suis consentant, c'est moi qui l'ai imprimé. mais dans ta ventilation, dans le fond, c'est un peu genre tes deux premières de pouvoir quantifier. Le seuil ventilatoire, c'est un point de plus dans ton moteur que tu peux quantifier, là, finalement. Oui, c'est comme le premier puis le dernier point. Ouais, c'est le premier parce qu'on inspire. Puis à l'expiration, là, le produit, qu'on expire, le CO2. Est-ce qu'en général, le VT1, quand les gens reçoivent ça, là, hein? Je m'excuse, je voulais dire pour les geeks, on n'expire pas juste du CO2, entre autres. Oui. Le VT1, quand les gens reçoivent ça, c'est que ça, finalement, ça doit être assez bas quand ils s'entraînent. Dans le sens que ça doit... Est-ce que je vais exprimer ma question plus clairement. Est-ce que quand les gens reçoivent les seuils ventilatoires, c'est quoi que ça leur permet de plus, cette méthode-là, ce chiffre-là? Quel côté de l'entraînement il vient bonifier finalement? Tu sauves quelles erreurs qui sont généralement faites quand tu donnes un seuil ventilatoire? C'est une bonne question, ça? Tu comprends-tu? Oui. Ce que je veux dire, c'est comme ça t'évite de faire quelle erreur? Bien, premièrement, il y a beaucoup plus de... On a plus, je veux pas dire beaucoup plus, mais il y a plus de données, puis il y a plus d'études sur les seuils ventilatoires. Il y en a sur les seuils lactiques. Dans le domaine de la science. Mais presque tout le monde, quand on fait de la physiologie, on met un masque. Fait qu'il y a tellement de données là-dessus. C'est les seuils sont très, très validés. Puis les méthodes sont assez reconnues puis uniformisées. La méthode que je t'ai montrée, des méthodes combinées, là maintenant, tout le monde utilise ça. Là, j'ai pas mis le graphique, mais j'ai un beau graphique qu'on pourrait rajouter qui est les 12 méthodes. Tu vas t'appeler Capitaine Graphique si tu continues, fais attention. Là. J'haïs pas ça. Puis, non, mais il n'y a rien comme une image vaut mille mots. Ouais, exact. J'aime beaucoup ça. C'est bon, peut-être qu'on vient de te trouver un nom. Ouais, puis Capitaine Graphique va vous en donner un nouveau. Puis on voit vraiment tous les points de lactate sur la courbe. Selon la méthode que tu utilises, ça donne 12 différents points. Fait que là, est-ce qu'on utilise la bonne méthode? Est-ce que tout le monde utilise la même méthode? D'une étude à l'autre, si on n'utilise pas la même, on n'a pas les mêmes seuils. Comment tu l'as déterminé? Comment on l'utilise? Fait que je trouve ça un petit peu plus glissant. Puis il y a une autre petite controverse sur le lactate qui... Tu sais, on le prend au doigt. On le prend au bout du doigt ici. L'oreille, là, des fois. Oui, la standard, je fais l'oreille, mais si t'en prends beaucoup, ça devient un peu du steak haché, ton lobe d'oreille. Fait que moi, j'aime mieux, je le fais sur les doigts, je trouve ça Soyez avisé. Oui, exact. Fait que tu le prends là, mais là, le lactate dans ta cuisse, c'est quoi versus ce qui est là? Ouais. Fait que là, est-ce qu'on a mesuré la bonne chose? Oui, ça reste que, tu sais, on prend tout le temps la mesure à la même place, fait que ça nous donne une mesure stable. Fait que je comprends ça, mais il y a un des anciens mentors de François qui est mon directeur qui disait bon, on va calculer ton lactate, on va te mettre dans un blender, puis après on va prendre la lactatémie parce que c'est la lactatémie systémique qu'on veut un peu plus que à cet endroit-là. Fait que bon, c'est bien pareil, puis c'est beaucoup plus démocratique parce que tout le monde peut pas avoir un masque à la maison. Fait que on s'en va vers quelque chose d'intéressant que les gens puissent utiliser à la maison, des outils très, très près du laboratoire. Très scientifique, puis c'est pour ça que le lactate est si populaire ces temps-ci. Malgré ses limitations, ça demeure un outil scientifique
c'est ça, accessible. Accessible. Puis il est quand même validé. C'est juste que c'est ça. C'est un petit peu plus glissant, c'est un peu moins solide puis validé au niveau de la science, quelle méthode tu utilises. Puis, mais on l'utilise tout le temps parce que ça donne quand même des résultats. On a beaucoup de données aussi, là. Ça donne quand même des résultats stables. Dans la science à laquelle tu fais référence, les cohortes étudiées, tu sais, une des choses que... Puis là, je vais faire un petit détour pour nous amener vers un peu l'approche hyper inclusive là, qu'on veut essayer de donner à ce projet-là, là, de prendre les mesures. Tu sais, depuis qu'on parle de ça, nous, on est très conscients, je pense, à l'intérieur de l'équipe que au départ, les clients qui vont venir, sont des clients très férus, très geeks. Mais on ne voudrait pas passer à côté non plus de la possibilité d'offrir ce service-là à des gens qui se considèrent pas comme étant des athlètes. T'sais, moi, je parle souvent de cette erreur-là que j'ai faite dans le branding de Physio Vélo, puis je t'en ai parlé. Ouais. De dire, tu sais, au début, moi, j'aime les vélos, j'aime les beaux vélos, fait que je prends des photos de beaux vélos, puis je mets des photos de beaux vélos sur Internet. Puis là, après ça, ben, les gens qui ont des vélos qui sont pas à 12 000 $, moi le premier, hein, j'ai pas ce genre de budget discrétionnaire-là. Ben, ces vélos-là, finalement, ce qu'ils représentent, c'est peut-être un service très, très élitiste puis exclusif. Puis les gens qui ont pas l'impression d'être assez en forme pour consommer ce service, ben c'est juste dommage parce que comme un bike fit, finalement, je me rappelle, on a fait la maman de notre Julie nationale à la réception puis à l'administration. Puis elle savait pas qu'elle en avait besoin. Elle a juste joué le cobaye pour nous, pour prendre des photos, puis elle était bien contente. Mais finalement, depuis qu'on a fait son fit sur son vélo électrique, une madame qui l'utilisait de manière sporadique comme ça, maintenant, elle l'utilise beaucoup plus parce que son bike électrique il est devenu vraiment plus confortable. Fait que finalement, elle savait pas qu'elle en avait besoin, mais c'est peut-être elle qui en a tiré le plus parti parce que genre son volume cycliste a augmenté de x2 parce qu'elle savait pas qu'elle était pas bien, t'sais. Fait que je voudrais pas qu'on fasse la même erreur dans ce service-là. On en a beaucoup parlé. Fait que c'est le moment de peut-être expliquer pourquoi ce produit-là, il s'adresse à plusieurs clientèles, c'est-à-dire une clientèle qui veut mieux s'entraîner, mais aussi une clientèle... La personne qui veut mieux s'entraîner, ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'essayer d'accomplir des grands exploits sportifs. Mieux s'entraîner, ça veut dire s'entraîner de manière peut-être plus efficace, puis justement, comme tu disais, utiliser le nombre d'heures que tu as d'allouer dans ta semaine, que ce soit 2, 3, 5 ou 15, à faire du travail plus profitable, tu sais, plus rentable. Fait que comment on fait pour s'assurer que la personne qui est en remise en forme. Ouais. Tu sais, moi, je te l'ai dit avant de commencer l'épisode, si je fais ton éval, en ce moment, je suis quasiment un cas type parce que je me dis, à quoi bon faire ton éval? Parce qu'en ce moment, tu sais, j'ai 3 enfants, j'ai la broue dans le toupette, il faut qu'on gère plein d'affaires. Fait qu'au final, j'ai pas un objectif en tête. C'est sûr que dès que j'aurai un objectif qui dépasserait mes capacités actuelles, je pense que je tirerais parti d'utiliser ce service-là de mieux cibler où est-ce que je dois travailler en premier, qu'est-ce qui serait le plus payant parce que... pour moi, ça... Je veux pas dire que ça répond à ta question, mais souvent, je fais 4 ans. Je fais des monologues. Excellent. Écoute, Job, tu me livres là, sur un plateau. Mais pour vrai, pour moi, si tu as juste 4 heures d'entraînement, puis c'est quand même important pour toi à ce temps-là, c'est tellement plus important que ces 4 heures-là soient à bonne intensité. Ouais. La personne qui a 15 heures, 20 heures... Elle a plus de chances de faire des erreurs. C'est pas grave si elle fait une petite erreur, puis sa zone 2 est un peu trop basse. Elle fait tellement d'heures que, bon, toutes les adaptations vont être correctes, puis vont être bonnes. Tu sais, les adaptations... Moi, j'ai moins la chance de me brûler. Moi, je viens plus consommer ton service pour rentabiliser le peu de temps que j'ai à m'entraîner. Fait que, tu sais, c'est vrai, on vient de répondre à la question. Rentabiliser 4 heures, c'est tellement plus important que rentabiliser 15 heures. Ben, en fait, ton 15 heures, tu veux surtout t'assurer que tu n'es pas en train de te surentraîner parce qu'il y a plus de danger peut-être quand tu commences à avoir un gros... Tu sais, dans le sens que la personne, elle le consommerait pour éviter de faire des erreurs qui seraient coûteuses sur sa performance ultime, alors que moi, je veux juste améliorer mon bénéfice parce que je sais que il y a peu de chances que je me surentraîne. Oui, puis tu sais, veux pas, on veut être dans la meilleure forme physique. Tu me dis j'ai 3 enfants, tu sais, tu veux être là le plus longtemps possible dans leur vie. Hein? Forcément, moi aussi, j'ai un enfant, fait que je pense à ça. Donc,
Puis on voit, puis là, je fais un lien avec d'autres acteurs. On a parlé de Lionel Sanders, mais maintenant, on a beaucoup Peter Attia, qui devient un acteur dans la culture, qui nous parle beaucoup de longévité, mais qui est le mot lifespan. Puis malheureusement, j'ai pas health span, j'ai pas la traduction. On devrait arriver avec un mot, ça pourrait pas. C'est des années passées en santé, des années que tu profites. Là. C'est non seulement de vivre plus vieux, mais que ces années-là soient de qualité, que tu aies de l'indépendance, que tu sois capable d'accomplir plein de choses, puis même que ce soit rendu juste les tâches de tous les jours versus avoir tout le temps besoin d'aide, puis être capable de jouer quand on est plus vieux. Je pense à mes parents, mais jouer avec des petits-enfants, mes enfants, c'est tellement important. Puis lui, il pousse beaucoup le message parce que je dis il pousse, puis il pousse pas, lui, il regarde la science, puis il nous explique ce qu'il lit. Puis on voit beaucoup un lien avec une plus haute VO2, puis une meilleure longévité et un meilleur health span, donc un meilleur vieillissement avec une meilleure qualité de vie. Ça et la masse musculaire. Masse musculaire, ça, j'allais dire. C'est les deux choses principales. Puis si on pense juste à même une population qui n'est pas active, si on augmente d'une catégorie, là, d'un niveau, puis on pourra montrer les niveaux, mais de inférieur à moyen dans cette table-là, je m'excuse, je suis un autre graphique. Si on parle juste de inférieur à moyen, c'est quoi ça, c'est des ça qualifie la performance ou le résultat d'un VO2 max. Okay. Et c'est selon le sexe et l'âge. Puis si on monte juste d'une catégorie de bas à celle qui est marquée below average ici, on augmente, on a une réduction de 50% de la mortalité sur une décennie. 50%, Guillaume, tu sais, d'avoir des... It's the magic pill. C'est vraiment... on le savait avec l'exercice, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le quantifier pour ces gens-là. Ouais. Puis maintenant, j'ai une population qui nous contacte, qui sont un peu plus vieux, puis qui sont moins dans la performance. Je veux pas gagner une course, mais je veux augmenter mon VO2 max parce que je veux vivre plus longtemps, puis vivre avec tellement plus de qualité de vie. Ouais. Et donc, je veux déterminer c'est quoi aujourd'hui. Je veux que tu me dises comment l'améliorer, puis je veux qu'on le reteste une fois de temps en temps pour être sûr que cette métrique-là, qu'on sait qu'il y a un gros impact sur la qualité de vie, bien, elle augmente. Fait que c'est pour un but probablement légèrement différent, mais c'est valable aussi pour ces gens-là. Mais moi, personnellement, honnêtement, je suis déjà là-dedans. Je suis déjà rendu au point où est-ce que, tu sais, peut-être parce que j'en ai fait beaucoup, puis c'était un peu... tu sais, je pense que les gens qui ont fait du sport d'élite, ça veut pas dire qu'ils vont toujours y retourner, parce que je pense que tu peux aller trop loin puis te dire, bon, mon plaisir, il est où? Finalement, il est peut-être dans... Moi, je sais qu'à l'heure actuelle où on se parle, mon plaisir, il est dans pouvoir m'entraîner souvent, donc de garder cette capacité-là de pouvoir bouger avec mon corps souvent, de le faire avec des amis, avec des gens... que j'apprécie passer du temps. Puis au final, tu sais, oui, là, je suis dans high, puis des fois, peut-être si je m'entraîne beaucoup, je peux tomber dans la catégorie élite, mais tu sais, entre les deux, je me dis... T'as-tu plus de fun? J'ai-tu plus de fun? Non. Le plus de fun que j'ai, c'est idéalement de le passer avec du monde, puis à m'entraîner, que ce soit un 5 km ou un entraînement de CrossFit par intervalle. Tout ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur en ce moment, justement, parce que j'ai l'impression que je combine un peu mon masse musculaire avec mon VO2. Puis que je suis capable de prendre mes 2 enfants dans mes bras, je suis capable de faire 8 brassées de linge par jour, toutes des affaires, parce qu'au final, t'es sollicité beaucoup là, quand t'as tes enfants puis tout. Fait qu'au final, je suis déjà rendu là, même parce que, je veux dire, la performance, j'y ai touché, je me suis amusé un peu là-dedans. J'ai exploré ce qui était comme probablement les capacités maximales à m'entraîner. Puis au final, ben, ma valeur maintenant, elle se situe en dehors complètement de ce qu'on pourrait... Pour moi, c'est quand même une performance de réussir à combiner ça dans ton quotidien, dans le sens que je trouve que c'est déjà... C'est déjà le best. C'est genre, I've got it all. Si je suis capable de faire ça puis de m'entraîner un petit peu tous les jours avec du monde que j'aime, c'est malade. Là. Non, c'est ça. Mais en même temps, toi, tu peux vraiment pas te permettre non plus de tomber dans le surentraînement. Fait que ça vaut la peine de le quantifier, même pour quelqu'un comme toi, je dirais, juste parce que j'ai la tendance peut-être à être un peu trop intense. Tu l'as déjà eu, la fibre compétitive, puis toi, tu peux pas te permettre, là, t'as 3 enfants, là. Si t'es KO parce que t'as pas d'énergie le matin, parce que tu t'entraînes trop. T'as raison. Ça a tellement un impact sur ta vie, puis tout le monde 100%. Dans ta vie proche. Moi, je pense que... J'ai pas pensé à ça. Puis je le vois beaucoup, ça. Je le vois beaucoup parce que dans la population que j'ai à la clinique, des gens qui, même dans mon quartier, dans ma vie, qui me parlent de leur entraînement, puis tu sais, sont des gens...
sais, on a beaucoup de gens là, qui sont. Je dis pas over parce que je trouve que c'est pas le bon mot, mais qui sont des gens performants. Ouais. Dans leur famille, dans leur travail, dans leur vie personnelle, dans leur entraînement. Puis au final, ben, l'entraînement, c'est sûr, là, moi, j'en ai eu des moments où j'étais fatigué puis je trouvais que j'avais plus l'énergie nécessaire pour être juste le meilleur papa. Ouais, dans le sens que c'est un peu poche là, quand il faut que tu choisisses entre les deux. Puis finalement, peut-être que justement, de faire de l'entraînement maintenant qui est à pas mal moins haute intensité, ben c'est ma solution. Dans le sens que maintenant, je touche pas souvent à ça parce que je sens que quand tu n'as pas d'énergie pour ce que tu considères comme étant important, c'est. Mais tu as raison, c'est un très, très bon point. Ou que je te dise la bonne zone qui ne te brûlera pas, qu'on peut quand même tirer vers le haut ou pousser, mais ton VO2, elle va être payante, elle va être payante, mais assez basse pour pas que ça impacte tes jours suivants. Mm-hmm. Fait qu'il y a vraiment pour moi la quantification précise, individuelle qui t'est propre, elle a une valeur pour tout le monde, pas mal. Exact, moi, je la vois, en tout cas, mais... Ouais. Ben oui, tu la vois, c'est sûr. T'as l'air enchaîné, tu veux vraiment me bombarder avec ta mitochondrie? Tu vas m'épargner? Je vais t'épargner. On l'a couvert. J'avais 12 autres graphiques au cas où. Mais... ben, ça sera pour le prochain épisode. J'essaie de peut-être finir avec des... Tu sais, juste recap sur... Là, je pense qu'on a bien déterminé les grands bienfaits de pouvoir tester pour justement trouver le bon endroit pour s'entraîner puis tirer un maximum de ça. Je pense que ça, c'est le message il est bien passé par ça. Je pense aussi que le message de dire ce que tu vas nous donner comme information, je vais pouvoir l'utiliser avec les outils que je possède, que j'ai déjà en ma possession. Oui. Tu sais, ça, c'est super important. Oui, c'est ça. Une question qu'on n'a pas répondu, par contre, c'est comme... À quelle fréquence je vais devoir me soustraire à ces tests-là? C'est une bonne question. Puis, malheureusement, comme toutes les questions en physiologie de l'exercice, ça dépend. C'est plate. Mais non, mais pour vrai, c'est... Genre, une fois par année, c'est suffisant pour en tirer parti, j'ai l'impression. À moins que pour les gens qui veulent vraiment suivre leur performance. Mais si on revient, mettons, une personne, là, je te parle de moi, Mathieu, je te parle de moi. Talk about me. Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Puis si tu as le goût de le refaire pour voir si on est dans la bonne direction, c'est correct. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on veut faire à tous les mois parce que ça interrompt l'entraînement. Tu sais, souvent, il faut prendre quelques jours. Parce que ton test, il est exigeant aussi. Il est exigeant. Il est pas... on fait pas le 60 minutes avec les gens justement parce que ça creuse un trou pour 3 jours. Fait qu'on fait un test plus court, mais pour avoir les bonnes données, on demande aux gens quand même d'avoir quelques jours de repos ou relax, zone 1, zone 2 avant, probablement 2-3 jours. Donc, si on fait ça trop souvent, bien là, on est toujours pris dans ces trous où on diminue, puis on fait un test qui, oui, un bon entraînement, mais pas autant que si on avait vraiment fait un bon entraînement. Ben, dans ta réponse, ce que j'entends, puis je pense à mon cas, dans un sens que moi, ce que je viendrais faire, c'est comme avoir un bilan sanguin. C'est de voir, hey, cette année, est-ce que je conserve mes attributs pour lesquels j'ai essayé de travailler cette année ou est-ce que j'étais off? Puis au final, c'est un peu ça pour moi, c'est un genre de test, un peu comme de la physio, je vais en consommer quand j'ai mal pour être sûr que mes blessures ne dégénèrent pas, pour garder mon état fonctionnel le plus élevé possible avec ce que j'ai comme corps. T'sais. Oui, puis je vais être plus philosophique dans ma réponse, mais je pense que le système de santé est très curatif pour l'instant, puis tranquillement, il commence à intégrer les kinésiologues là-dedans. Mm-hmm. Puis on serait dans le volet vraiment plus préventif. Puis heureusement, on le voit parce que ça se démocratise, parce qu'il y a de plus en plus de compagnies d'assurance qui maintenant ont ajouté kinésiologues comme professionnels. Qu'on peut utiliser les services. Fait, comme on utilise la physio puis on déduit une partie, maintenant, il y a des grandes compagnies d'assurance au Canada qui ont le kinésiologue comme étant un professionnel qu'on rembourse les services. Fait qu'en plus, comme c'est le bilan sanguin qui m'a fait penser en plus, ça peut faire partie annuellement de quelque chose que tu fais pour être sûr que ton bilan de santé global est bon. Ben, pourquoi pas ajouter ce test-là plus à l'effort qui vient boucler des petits angles morts peut-être du bilan sanguin. Puis, tu penses que c'est quoi les plus grosses barrières de quelqu'un? Je pense à mes parents, par exemple, qui sont dans 65. C'est quoi les plus grosses barrières pour eux, tu penses, à se présenter pour un test comme ça? Moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est de penser que ça va être extrêmement difficile, dans le sens que ça va être comme... Genre, je suis pas entraîné pour faire ton test.
Avant même de... C'est un excellent point. C'est un excellent point. On entend souvent ça. Ouais. Faut comprendre qu'on peut tester ça avec plusieurs protocoles. OK. Un peu comme il y avait différents protocoles à la FTP qu'on testait dans mon étude. Mais on peut faire différents protocoles. Puis il y a des protocoles sous-maximaux. C'est ça, qu'on exact. appelle. Ça, c'est bien Puis important. on fait quand même la mesure, mais on fait quand même... Il y a certaines projections parce que dans une population plus vieillissante aussi, on a des limitations cardio-respiratoires, cardiaques, une historique cardiaque ou quelque chose. On peut le faire. Faut qu'il y ait, on peut maintenant les faire, ces tests-là, depuis peu, les kinésiologues, par certains en présence d'un médecin. Fait que ça peut même se faire pour une population qui serait vraiment même symptomatique. Ouais, exact. Mais pour ton père, ta mère, on fait un test sous-maximal, puis on a quand même la donnée, puis on reproduit le même protocole de fois en fois. Fait qu'on voit quand même l'amélioration d'une fois à l'autre. OK, je vais essayer de les convaincre là, en ce moment. Là. C'est quoi, ça ressemble à quoi un effort sous-maximal? On est plus dans des... Fait qu'on n'a pas besoin de se rendre au 10 sur 10 dans l'effort. Exact. C'est combien? Tu les rends à combien sur une échelle de fatigabilité? Sur l'échelle, je dirais que ça va varier peut-être de personne en personne parce que c'est une mesure subjective. Ouais. Mais on va plus dans les 80% en termes d'intensité, là, si on veut trouver un chiffre plus général. Mais des fois, on fait des paliers aussi, puis on va faire 60, 70, 80. Puis là, on voit la réaction aussi de la personne. Puis on voit si on va à l'autre palier ou pas. Puis on a à 80% disons, de fréquence, c'est bon, on arrête. Ou à 80% des seuils ventilatoires prédits, on arrête. Fait qu'on n'a pas besoin d'être comme très en hyperventilation, même pas, un peu, mais vraiment pas... le reste de ta journée n'est pas hypothéqué. Oui, exactement. Mais je te donne un autre indice. Là. Mes parents, moi, par exemple, ils aiment aller marcher au Mont Saint-Hilaire. Ils aiment ça, marcher 1 heure, 2 heures, 3 heures. Fait que, est-ce que ça correspond, par exemple, à monter le Mont Saint-Hilaire d'un bon pas? C'est ça un test maximal? J'essaie de vraiment avoir de quoi de tangible pour les gens. Là. Ça ressemble à combien de paliers d'escalier, mettons? C'est probablement le monter... on voudrait probablement le monter... une coche ou 2 sur 10 de plus qu'ils font quand ils le font ensemble en jasant ou même s'ils arrêtent de jaser, peut-être qu'ils prennent des petites pauses, puis là, on va pousser juste, on prendra peut-être pas la pause, mais ça va finir avant le sommet. Fait que dans le fond, on va essayer de t'essouffler un peu, oui. Mais fait que c'est accessible. C'est accessible, absolument. Papa, il y a des protocoles. On vous attend. On vous attend. Non, mais je pense que c'est important parce que cette clientèle-là peut vraiment bénéficier. Les gens qui deviennent grands-parents, qui veulent rester actifs, tout ça, c'est peut-être eux qui sont le plus loin, en fait, de penser que ces tests-là leur sont ciblés. Là. C'est un excellent point. Oui, j'avais pas... mais oui, on a les protocoles différents. On a des protocoles pour des élites. Là. S'il y a quelqu'un qui est vraiment fort, c'est juste qu'il ne part pas au même wattage. Mais ça, je pense que les gens le savent. En fait, c'est qu'ils savent déjà. Je veux dire qu'on a tout le range de... J'allais à l'extrême. Ouais, puis on a même population symptomatique. Ouais. On prend des protocoles qui sont validés par exemple, l'Institut de cardiologie, c'est le mot institut qui me manquait, utilise déjà ces tests-là. On prend le même protocole. Donc, on a un peu la même machine qu'ils ont ou le même type de machine. Fait qu'on peut faire le même test. Si on est vraiment dans la population symptomatique, c'est un peu différent. Ça prend un médecin, on s'entend, mais c'est une possibilité. Ouais. Mathieu, tu as fait du très bon travail. Ah, merci. Capitaine graphique, je n'ai comme pas le choix, je pense. Le branding est déterminé. Fait que le prochain épisode, on peut laisser peut-être la chance aux gens de laisser des commentaires, tout ça. J'aimerais ça, en fait. Ça va être super intéressant de voir les questions. Peut-être les choses qui sont les plus, dans la culture actuelle de ce qui est jasé sur Internet, les plus mal compris ou que les mythes, souvent les mythes et réalités. Fait que merci Mathieu de ta présence. Merci à toi pour l'invitation, c'était super. C'était super, j'ai appris plein d'affaires. On couche moi les... Yes. OK, ciao. Salut. Chers auditrices, chers auditeurs, c'était un plaisir de savoir que vous étiez encore au rendez-vous cette semaine. N'oubliez pas, en 2025, le podcast Jamais assez, on a un épisode par semaine. En alternance, ma collègue
Gabriel Théoret et moi, on vous offre un épisode par semaine. Un épisode par semaine, ça veut dire qu'une semaine sur deux, vous avez la chance d'avoir un entrevue long avec moi et une semaine sur deux, vous avez la chance de suivre le parcours jusqu'à son premier demi-Ironman de ma collègue Gabrielle Théoret. Donc vraiment une débutante qui n'avait jamais fait du triathlon et qui s'est inscrite à son premier demi-Ironman en septembre 2025. Elle rencontre une équipe, s'est bâtie une équipe d'experts autour d'elle pour essayer de réussir ce défi-là, d'accomplir la charge d'entraînement sans se blesser, d'avoir le bon équipement. Et donc, c'est une série fort intéressante qu'on a nommée de 0 à 70.3. Une semaine sur deux, c'est ce que vous allez pouvoir mettre dans vos oreilles en écoutant le podcast Jamais Assez. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit Apple Podcasts ou Spotify. Abonnez-vous au podcast Jamais Assez et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!